Bonjour et bienvenue dans cette émission, dans ce podclap. Je ne dirais pas que c'est le deuxième podclap parce qu'on est perdu dans les numéros avec le premier qui est un épisode pilote qui est en fait le 0. On va parler cinéma, on va essayer de pas durer 2 heures cette fois parce qu'on nous dit que c'est trop long, nous on trouve pas, on aime bien ça. 1h55 aujourd'hui. 1h55 Quand c'est long, c'est plus. Il paraît. Ouais. Bah ouais, bon aussi. Je sais pas. Et c'est une parfaite introduction parce qu'aujourd'hui on a un membre féminin. Wouhou, on applaudit. Enchanté Myriam. Bonsoir, bonsoir. Nous avons avec nous Benjamin, comme la dernière fois, Non. qui s'auto-proclame, qui s'auto-acclame. Et nous avons le PE, Présent. toujours aussi lourd Mais pas du tout. et embêtant, Mais pourquoi? parce que c'est comme ça. On va revenir sur l'actualité du mois d'août. On a vu pas mal de films, Ouais. et on en a vu même quelques-uns. On est plusieurs à les avoir vus, pour une fois. C'est pas mal. Mais on n'était pas ensemble hein, quand même. Non, ouais, Pas non, déconner. non, Non, ça c'est pas possible. Non. Non, parce qu'on s'aime pas, en vrai on s'aime En pas. vrai, non. On se supporte difficilement. C'est ça. Je te sens muette, Myriam. Non, je me mets à l'aise petit à petit, mais Elle a j'écoute eu peur, surtout. c'est sa Non, j'ai première. pas peur, il n'y a aucun Donc souci. déjà, comme introduction, elle a fait au moins 5 ou 6 bruits déjà. Elle a bougé, Ouais. c'est le bruit de chaise. Mais laissez-la vivre. Laissez-moi vivre, merde. Bon, on commence par quoi? Eh bien alors, a priori, on va zapper l'actu, malgré le décès là, tout récent de Wes Craven, dont on n'est pas vraiment capable de parler. Bah si. Il y a PE qui dit avoir vu quelques films, mais il n'aime Quoi, pas quelques trop, films ça ne suffit pas. Apparemment, il en a vu plus que toi, mais bon. Une dizaine hein, quand même. Voilà. C'est quelques films. Hein, en même temps. Mais il dit ça suffit pas à faire une émission spéciale, tout ça, tout ça. Moi j'aimerais bien qu'on fasse une émission Bah, spéciale. on peut pas parler effectivement longuement de chacun de ces films parce qu'ils sont pas tous très intéressants. Le fait de dire qu'on parle pas de Wes Craven, ça vaut pas le coup d'en parler, du Mais coup. si, mais c'est ce qu'on fait. C'était une façon On d'introduire en la parle chose. mais pas Donc, vraiment en on est en fait. train d'en Elle est parler. maligne. C'est ça. Mais si, non, mais c'est une façon de dire on va en parler, mais en même temps pas tant que ça, quoi. Pas tant bien. que ça. Bon, ok, alors, allons-y. Est-ce que toi, tu as un souvenir de Wes Craven ou pas? J'ai juste Scream, moi. Scream, t'as vu quoi, le premier? J'ai vu le premier et le 4. Dans mon souvenir, il y avait un Et 4. ça t'a marqué? Ah bah il y a un 4 mais qui est très mauvais. Hein. Ouais. Vraiment, une Mais je l'ai eu en catastrophe. analyse filmique à la fac. Le 4 ou le premier? Le deuxième. Moi, je comprends pas. Elle nous a dit C'est ça. En fait, je dors en cours, Non, donc j'ai mais- pas vu le 2. Non, mais l'ouverture du deuxième, voilà. Ah. En gros, c'était sur. Alors, c'était quoi? C'était J'ai eu C'était le l'in- même. l'intertextualité ou l'écran palimpseste. Oh, j'ai eu la même chose. J'ai eu la Sérieux même chose. Sur un, ça commence par le meurtre là, Oui, genre dans le au cinéma. cinéma. Dans Ah le oui, j'ai cinéma. eu la même chose C'était en bien, cours. ça. Bah, en gros, J'ai eu la même c'était chose en le film qui Ouais. parle du film, enfin qui montre un film, Ouais, voilà. j'ai eu la même chose. La référence à soi-même. La mise en abîme. La mise en œuvre. Mais c'est pas vraiment mise en œuvre parce que c'est pas la fabrication d'un film, tu vois, qui est en train. C'est des gens qui sont au cinéma en train de regarder un film d'horreur. D'accord. Donc c'est pas vraiment. C'était l'écran palimpseste. Et le film s'appelle Stab, non? C'est Oui. pas Stab dans Non, non. Scream. Non, Non, Stab, non. c'est le film qu'ils font C'est le à film partir qu'ils des font, meurtres. ouais. Mais c'est pas le film qu'ils regardent, je crois, si. Ah, Quand ils se font si, buter. si, C'est non. pas un film d'horreur lambda. Non, pour moi, c'est ce qu'ils regardent Et au c'est pour ça cinéma. que dans les suivants, ils créent les prochains épisodes de celui qui regarde dans le deuxième. Parce que dans le 3, ils sont sur le tournage de Stab. C'est Ah, ça Non, qui mais me paraît en- bizarre. En gros, c'est Bah, c'est ça. si on veut résumer, c'est la force de Wes Craven en fait. C'est ce qui fait énormément dans ses films apparemment. Il y C'est-à-dire. a Tu vois, beaucoup développe. d'intertextualité, il y a beaucoup de. L'écran palimpseste, oui. Hein? J'adore ce terme. Des palandrins. L'écran palimpseste. Ça, c'est Ouais, dégueulasse. Ça, définition. c'est pas bien là. Mm. Palimpseste. Ça habite dans la mer, non? Palimpseste. C'est un coquillage, tout ça? Oh, alors, je C'est me une souviens plus position trop. sexuelle. C'est ça. Ok, bon. Ce soir, je te fais un écran palimpseste. Est-ce qu'à part Scream, tu as vu quelque chose, toi, Benji? Mais c'était vachement, hein. Red Eyes, c'est ça? Ouais. Red Eyes. Ouais, dans un C'était pas avion, terrible, c'était dans pas un avion, terrible. ouais. Il s'est essayé au thriller en fait. Des années 2000, je pense. Il a quitté ouais. l'horreur pour le thriller. Ouais, c'est ça. Mais pas avec. En fait, c'est une meuf qui se rend compte qu'elle est à côté d'un psychopathe dans un avion, en fait. Oh mon dieu. C'est comme ça, ouais. Oui. C'est Cillian Murphy, le psychopathe. J'aime bien ce Ouais, mec. ouais. Bon, enfin, voilà. Et toi, PE, t'as vu. Tout. Moi j'ai Bon, tout alors, vu, oui, de alors, manière est-ce qu'il y en a générale. un que t'as vu qui t'a marqué un peu plus? Bah, Scream est très intéressant parce que justement il désacralise le truc, il décode le film. Alors du coup il le viole quelque part. C'est-à-dire qu'il fait un film tout en se moquant des codes. Et donc ça, c'est pour le coup, moi je trouve très intéressant et en même temps il fait du mal au slasher quoi. Et à part Scream, un peu plus avant. Bah, c'est quand même le père de Freddy, le mec qui te tue dans tes rêves, ce qui fait chier parce que du coup faut pas dormir et tout, enfin c'est quand même galère. Ça m'a. Si je devais en garder un, c'était celui-là quoi, quand j'étais. Ah bah, avec Johnny Depp, au il s'est fait début de niquer l'ado, par un waterbed, ce qui est quand même super marrant. Et donc voilà, c'est quand même la première apparition de un Johnny lit Depp. avec de l'eau. Ouais, Pourquoi t'as pas dit lit avec de l'eau? parce qu'on se dit waterbed. Pas cool, finalement. Ouais. Comme Bed and Breakfast.
Yes, ok. Mais sinon, c'est aussi le créateur de La Colline à des yeux, qui a été remaké avec talent par Alexandre Aja il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis La Dernière Maison sur la Gauche, qui est un film super glauque, mais alors une violence, mais vraiment malsaine, quoi, qui fait très réaliste, c'est très dur comme film, très très dur. Et puis des merdes comme La Ferme de la Terreur, une première apparition de Sharon Stone. Et le sous-sol de la peur. Shocker. Moi j'avais beaucoup aimé quand j'étais petit, Shocker avec Horace Pink, le mec. Petit, quel âge? Petit. C'était il y a au moins 40 ans, quoi, tu vois. C'était, du coup, il y a une bonne, plus 25 ans, ouais. Et c'est un mec c'est le principe du mec qui est mort, en fait, et qui revient, qui possède les corps, en fait. C'est un tueur qui se fait exécuter à la chaise électrique. Et ensuite, il continue, son esprit continue à exister, et il rentre dans le corps de gens pour pouvoir continuer sa série de meurtres et tout. C'est pas mal. Mais donc voilà, là, c'est PE qui a le plus parlé de Wes Craven, et pourquoi? Il a commencé dans les années 70. Il est parce qu'il est mort. Voilà. Et La Colline des yeux, c'était justement un de ses premiers films dans les années 70, c'est ça? Ouais, La Dernière Maison sur la Gauche. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est vraiment glauque, encore une génération. fois, sérieusement, c'est hyper gênant, quoi. C'est un film. Toi, t'as vu le remake, c'est ça? La Colline à des yeux? Ah, c'est La Colline, je confonds. Non, Mais les deux ont été moi, les remakés. scènes de viol, j'évite, je peux pas, quoi. Ça, Irréversible déjà. Ah oui, mais je te jure que ça là, par rapport, c'est pas simplement de viol, c'est que après les charcutes, et t'as vraiment cette impression de réalisme, de documentaire qui te met obligatoirement très très mal à l'aise. Mais vraiment, c'est très moi, très je dur. pendant 3 mois. Fait partie des films les plus durs que j'ai vus. C'était vraiment. exactement le début de l'entretien que je lisais. Il disait qu'il avait été, il connaissait mal le cinéma et qu'il avait Ça se été voit. impressionné par notamment des personnes qui le côtoyaient dans le documentaire, etc. Et la nouvelle vague française, voilà, dont je ne connais rien, donc je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Mais c'est Tu connais génial, rien hein. de la nouvelle vague française? À peu près, ouais. C'est-à-dire, tu Je connais rien trouve du que cinéma. c'est génial, ça commence bien parce qu'on ne devait pas en parler. On en a parlé pendant 10 minutes. Mais donc pourquoi on fait des plans, on s'en Non, fout. C'est pas grave. C'est très bien, allez, on continue. Mais c'est important, il est mort, ça fait quand même. Oui, c'est un oui, grand il est personnage. mort C'est une bien. grande C'est un personne. grand nom, Non, voilà, pas c'est- tellement. D'accord. La Mais, question, c'est comment il est mort. 73 ans. 73 ans, ça tumeur va, au c'est pas cerveau. vieux. Il avait eu, Ouais, je un crois. truc comme ça. Ouais. Quand on C'est un parlait grand nom. des meurtres et viols et trucs un peu durs à voir, ça a à peu près rien à voir, encore que l'ambiance est un petit peu mystérieuse et peut-être un peu effrayante. Je viens de voir Les Revenants, là, Il est la très série bien. de Canal+. J'adore cette série. Et il y a la justement saison un meurtrier qui Qui mange. fout des coups de pied, des coups de couteau pardon, dans le ventre Des femmes. de dames. Et c'est vrai que c'est assez C'est Grégo, c'est. difficile. quoi. Comment il s'appelle? Gadebois. Grégory Gadebois, Non, mais c'est justement, pas lui. c'est pas non. lui. Mais il est dedans. Mais il est dedans, mais c'est pas lui qui tue, C'est un autre. le barman. Ouais, mais celui qui tue, c'est pas lui. Et Ben- d'ailleurs, Les Revenants, c'est la série française qui s'exporte le mieux. Ouais, mais c'est vachement bien. Il y a une En vraie Angleterre, ambiance. elle a fait des super scores. Aux États-Unis, il va y avoir même pas de remake. C'est l'une des rares séries que. Mais si, il y en a un, The Return, justement. Oui, mais aussi, ils ont diffusé Les Revenants, mais sans faire de Ah oui, remake. d'accord. Et déjà, c'est une adaptation d'un film italien, c'est ça? Ça s'appelait Les Revenants. Aucune idée. Oui, il avait fait un long métrage sur ça, ouais. C'est-à-dire que tout d'un coup, Mais les d'ailleurs, morts mec, qui il y a une reviennent, saison mais 2 des pas. Revenants. Ouais, il y a une saison 2 qui Qui se va fait. arriver. Mais qui est bizarre, qui arrive 2 ans après, c'est pas étonnant ça? Bah, Au c'est moins Canal. C'est Canal. Ils mettent De du 1, temps. c'est Canal, et de 2, c'est pas une production à l'américaine. Les séries, elles mettent du temps à se produire. Ouais, c'est ça. Ils ont- Je veux dire, C'est c'est pas des le même épisodes mode de- assez longs. Et puis eux, voilà, à mon avis, je pense qu'ils attendent que ça soit terminé d'être monté, réalisé, et ensuite ils diffusent. ensuite, ils Alors qu'à diffusent. l'américaine, c'est l'inverse. Mm. Ils commencent à diffuser, et puis limite, ils arrêtent la production en cours. Ouais. quoi. Mais je trouve ça long quand même, mais je pense qu'ils avaient pas planifié qu'il y aurait un tel succès, non? Enfin, pas prévu. Ah, c'est ça. Canal, Si, ils mettent pas de l'argent comme ça au hasard. Ils font pas autant de pubs pour les revenants. Enfin, ils savaient quoi. Ils savaient le succès. Ouais, mais- Surtout mais- les créations originales de Canal, ça marche quoi. Braco, tout ça. enfin. Mais je trouve ça bien, moi, de prendre son temps. Ouais, non, Bah, c'est pas et mal. Quelque chose de qualité. Mais c'est ça. Non, mais c'est Ah, qu'on c'est on la est qualité habitué du au truc, rythme ouais, c'est ça. américain, on est habitué à. Il y a Ou la les séries qualité, d'été, là, les séries de la Mmh, rentrée. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est Oui, mais enfin, ça comme marche. tu dis, aux États-Unis, si ça marche pas au bout de 2 épisodes, ils arrêtent direct. Non, mais aux Ouais, États-Unis, il Alors faut que là, une tu semaine pour parles, prendre un épisode. T'as toute À la mon avis, en saison. France, c'est carrément plus quoi. Ça dépend quelle série quand même. C'est souvent une semaine. Peut-être pas Game of Thrones. Non, Game of Thrones, je crois que le premier épisode a coûté 15 millions. Au non pente glissante, nous attaquons Game of Thrones. Non, on arrête. On change. Nous avons vu La Dame dans l'auto, tous les 4. David m'appelle d'ailleurs. C'est rarissime, on a vu un film tous les 4, et il y en a même un deuxième. Ouais.
Allez, on gâche pas le suspense. La Dame dans l'auto. Alors, qui commence sur la Dame dans l'auto? D'abord, qui me présente et qui me parle du pitch? Alors, c'est pas laborieux. Laborieux. Non, enfin, Qui me présente à peu près l'histoire? PE, tiens. Allez, t'étais bien lancé tout à l'heure. Raconte-moi le début. C'est tiré d'un roman qui avait déjà été adapté au cinéma dans les années 70. L'histoire, on peut pas trop en parler parce que justement c'est un espèce de thriller où on sait pas, il y a que des faux semblants, on sait pas si la fille elle est cinglée ou pas, s'il y a des meurtres. C'est l'histoire d'une demoiselle, secrétaire, qui se fait plus ou moins embaucher pour un travail privé par un patron dont elle est a priori très amoureuse. Bon, ça c'est le tout début du film. Elle est frustrée, voilà. Et donc elle s'imagine une relation avec lui et ça mène sur tout un questionnement sur la schizophrénie de ce personnage principal. Et donc tout le métrage, effectivement, consiste à savoir plus ou moins si elle est folle, si c'est un tueur, une tueuse ou pas. Et voilà. Malheureusement, on a une réponse. Ce qui est dommage en fait. Ouais, il faut une réponse. Mais non, il faut qu'il y ait toujours une réponse. Le truc, c'est de ne pas l'avoir arrivé à 1000 km la réponse, mais par contre, il faut qu'il y ait une réponse à la fin. Je suis d'accord avec Benjamin, je la trouve catastrophique cette réponse. Peut-être à préciser que le casting est quand même vachement cool, moi je trouve. Benjamin Biolay en patron mystérieux, moi je trouve qu'il est parfait. Il est très très bien. Il fait froid dans le dos. Ouais. Et c'est l'actrice principale, c'est Freya Major ou Mayer, je sais pas trop bien. Elle est jolie. Elle est très jolie. Fantastique. Elle avait été révélée dans Skins. Est-ce que tu as vérifié ça? Ah mais ça je le sais. Tu le sais ou je le sais. T'avais un doute la fois. Ah non, Skins, elle a été. Enfin, ouais. Et là, on la voit actuellement aussi dans le casting. La petite. La pastille de Pierre Ninet, que diffuse Canal+. C'est bien, c'est éclaté parce que moi je trouve qu'il n'y a que les seconds rôles qui sont bons en fait dans le film. En fait, tous les paysans et les camionneurs sont bons. Ils sont très intéressants. Mais la fille aussi, non? Oui, mais non, elle est jolie, mais franchement, pour moi, elle joue bien. Le trio là, il désaccord. Oui, la femme, je suis d'accord. Non, pour moi, elle joue bien, mais le problème, c'est qu'au niveau de son rôle, elle n'a pas été gâtée, quoi. C'est-à-dire que, elle a un rôle difficile, ou encore c'est ce qui lui permet de créer. Il n'est pas, comment dire, il n'est pas complexe, il n'y a pas une palette de jeux incroyable. Si, il est complexe. Non, mais on ne sait pas si elle est tarée. Oui, il est complexe, mais du coup, c'est que elle rigole et elle parle toute seule, quoi. Je veux dire, vu que déjà qu'elle interagit pas. Elle a beaucoup de monologues, elle interagit pas avec énormément de gens. Ce qui est intéressant, c'est quand elle interagit avec le gars du garage, par exemple. Mais sinon, c'est vrai qu'elle est toujours en train de faire mais non, qu'est-ce qui se passe? C'est insupportable. Elle a beaucoup de rire toute seule, et c'est vrai que c'est un peu pesant. Non, alors, attendez, la réal est quand même assez intéressante, l'esthétique est très travaillée, très graphique. Et elle est très bien mise en avant. Très graphique. Il y a une quinzaine ou une vingtaine de plans au début du film où on montre presque uniquement ses grandes jambes. Elle est habillée, faite pour donner envie, mais pas, c'est pas uniquement sexuel. Je crois que ça t'a beaucoup dérangé, toi, Myriam, ce mélange entre j'ai été mal à l'aise l'attirance, au contraire, mais c'est l'émancipation de la femme. Oui, après, c'est pas n'importe qui réalise, faut peut-être le dire, je sais pas, c'est Johann Sfar qui avait fait quand même le magnifique, l'incroyable Gainsbourg Vie héroïque, qui est juste un chef-d'œuvre français. Voilà, je pèse. Le meilleur biopic. Je pèse mes mots. T'as un doute, toi, là-dessus, non? Non, je l'ai pas vu. Je pèse mes mots, je veux dire, niveau esthétisme, Gainsbourg Vie héroïque. C'est pas une rubrique écologique, didactique, avec né en 1980. Tu vois, c'est vraiment. L'intériorité de Gainsbourg dans son esprit, quoi. C'est l'esprit créatif de Gainsbourg et c'est magnifique. Il y a des partis pris esthétiques, pareil, qui sont casse-gueule et qui fonctionnent, mais grave dans Gainsbourg. Et effectivement, c'est un mec surtout qui vient de la bande dessinée, donc c'est obligatoirement esthétique. Et par contre. Ouais, mais alors par contre, il y a aussi, mais c'est aussi les limites. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit chez tous les gens de la bande dessinée qui passent au cinéma. C'est ils ont le sens du cadre, ils ont le sens du plan, ils ont des histoires à raconter. Mais par contre, il y a un putain de problème rythmique parce que c'est pas le même. Riyad Satouf, même problème. Alors oui, mais alors ça s'intègre à ces films parce que comme il fait des films d'ados, en plus superbement symbolisé par son acteur fétiche qui est juste parfait. Qui est juste parfait. Il a un rythme très mou d'adolescent. Et donc ça, là par contre, du coup, moi pendant tout le film, c'était que des fausses notes. C'est-à-dire moi j'ai souffert pendant La Dame dans l'auto. C'est-à-dire que je trouvais que ça jouait mal comme c'est pas possible. Et je trouvais que la caméra jouait mal aussi. C'est-à-dire que il y avait un problème de rythme dans le phrasé, dans l'image, dans partout. Le montage. C'est peut-être le montage. Non, c'est que honnêtement, finalement, je crois que ça aurait pu être un moyen métrage ou un court, quoi. Je crois que finalement, on n'avait pas besoin pendant 1h30 de. Mais il n'y a aucune ça s'étire. Ça s'essouffle très vite, c'est-à-dire que. Pour en arriver là, surtout le truc du bandage, est-ce que c'est moi. Enfin, tout le truc post-garage. Tout le truc post-garage, c'est lourd. C'est vraiment.
c'est un plat lourd qu'on a sur l'estomac. T'es là et tu te dis non, mais quand même, par respect, la personne a préparé ce plat, je vais le manger. Mais t'as du mal, quoi. En fait, ce qu'il veut faire, c'est. Il part du principe, donc c'est une femme, une secrétaire, qui a un amoureux secret, donc elle idéalise l'homme parfait. Et voilà, en gros, elle est frustrée et elle se libère de tout ça, elle se libère de. Je suis fatigué. De son quotidien. Elle se libère de son quotidien et voilà, et elle s'émancipe. C'est l'émancipation de la femme, le film. Enfin, c'est tout, mais tu peux le dire tout de suite en 5 minutes. Et c'est ça qui est terminé. T'as eu d'autres films incroyables sur l'émancipation de la femme. Mais voilà, mais c'est clairement le message. C'est pas l'émancipation de la femme, par contre. J'ai pas vu ça, mais c'est en second. C'est elle qui casse sa structure. Oui, non, mais comment elle s'habille, le changement, elle sur ses talons hauts, justement. Enfin, la différence entre d'ailleurs le moment magnifique du titre, je trouve que le titre, comment il apparaît, je trouve ça d'une beauté incroyable. Mais c'est graphique. C'est super graphique. Le split screen. Split screen. Screen, écran. Et c'est super, c'est magnifique. C'est les meilleurs split screen et d'ailleurs les seuls bons split screen que j'ai vu au cinéma. Non, faut pas non, parce que justement il rappelle les bons, il rappelle l'affaire Thomas Crown, des trucs comme ça. J'ai pas vu tous les split screens. Et justement, et ça donne cette esthétique, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que le film se passe dans les années, je sais même plus, 70. D'où l'émancipation de la femme. Oui, d'accord, mais et esthétiquement, tu le sens, sans qu'il y ait eu un travail de le mec, il a pas couru les vides-greniers, les machins pour montrer j'ai des voitures anciennes. Justement, il y a une voiture ancienne. Oui, il y a une. Les fringues, non, mais il a raison. Les fringues sont intéressantes. C'est l'élégance de sa réalisation qui donne aussi cette impression des années 70. Et c'est pas noyé sur plein d'objets ou plein de décors pour te dire regardez. C'est pas un téléfilm France 2 qui montre absolument dans un plan large une rue de Paris tout refait. Il a raison. Il n'y a pas 3 milliards de figurants. Au début, moi je savais pas à quelle époque ça se passait. Moi je l'ai au bâtiment, le bâtiment du début quand même. Mais c'est léger et c'est bien fait ça. Vraiment, la mise en situation temporelle est vachement bien faite. Pratiquement tout est bien fait, mais ça marche pas. Ça marche pas. C'est ça. Mais c'est ça le problème. Je voulais juste évoquer ça tout à l'heure. Toi tu parles de la caméra, toi tu parles du rythme, etc. Pour moi c'est le scénario qui est extrêmement bancal. L'ensemble des déroulements qui devient insupportable sur la fin. Non, il est bancal peut-être au cinéma, ça se peut que le livre est incroyable à lire parce qu'on te tient en haleine. La question c'est comment tu te tiens en haleine pendant 1h30 à l'image où c'est quelqu'un dans une voiture qui conduit et qui sait pas ce qu'elle fait, quoi. C'est vrai. Oui. Mais je lisais une réaction ou une présentation de Spar, c'est Spar, qui a lu le livre et l'a découvert, je crois, pour créer le film. Et il disait, première fois, j'ai rien compris. Donc je pense que ça joue. Je ne dis pas qu'il a rien compris à ce qu'il faisait, mais n'empêche que moi, globalement, c'est pas que j'ai rien compris, mais je sais pas ce qu'on a voulu me faire comprendre en tout cas. Je trouve qu'il y avait une ambiguïté qui était intéressante sur l'ensemble du métrage. À la fin, on essaye de la couper, cette ambiguïté, alors qu'au contraire, il aurait fallu l'extrapoler. C'est tellement dommage. Mais après, moi, je sais pas pourquoi, j'ai été mal à l'aise. Et ça, c'était super intéressant. J'étais, mais pas bien, c'est-à-dire je m'enfonçais dans mon... Je m'enfonçais dans mon siège, j'étais comme ça parce que franchement, parce qu'on est allé voir ensemble, s'il n'était pas resté là, moi je serais... C'est à cause de lui, alors. Non, mais... Aussi, bien sûr. Je serais partie. Ça a changé de place. Je serais partie parce que j'étais pas bien, quoi. C'est super intéressant. Il y a 4 personnes pendant la séance, 4 ou 5 personnes qui sont parties. Alors quand on bosse au cinéma, quand t'as une personne ou deux qui partent, bon, elles ont pas aimé le film, je comprends. Quand t'as plus de 2 ou 3 personnes, surtout que la salle était pas très remplie, il y avait 40-50 spectateurs. Surtout c'est à chaque séance, vu qu'on bosse au cinéma, on le voit. On le voyait. Elle vient de dire un truc mystérieux qu'on n'a jamais dit dans l'émission. Oh merde. C'est vrai. Il fallait me prévenir aussi. C'est vrai. Ouais, mais t'arrives là, t'es toute nouvelle, toute petite, on t'a pas tout dit, c'est sûr. Bref. Et donc, du coup, mal à l'aise, mais je pense que... Ouais, je pense que... Et je crois que c'est vraiment ce mélange entre le côté très attirant de ce personnage et de la façon dont c'est esthétisé, et je trouve ça même... c'est une vision idyllique, idéalisée de cette époque-là. J'adore les camionneurs dans ce... Ils sont complètement... Ils sont musclés, beaux gosses. C'est pas des dudules, tu vois. Mais la scène, quand elle sort de la voiture au garage, là, elle est géniale, quoi. On ralentit, la regarde tous. À partir de ce moment-là où ils commencent à rencontrer... Mais je pense que les gens s'en vont parce que justement, le film sonne faux. Mais pas que... Je crois les dialogues... Pour certaines personnes, il met mal à l'aise. Moi, il m'a mis... C'est comme des fausses images.
rare, tu vois, mais j'ai vraiment été mal à l'aise de A à Z parce qu'il y a ce truc, je pense que c'est peut-être, il y a le côté sexualisant, c'est-à-dire à la fois c'est une victime et à la fois elle provoque le truc. Oui, mais du coup. Mais c'est ça, oui, mais du coup, c'est le but du film. Ça, généralement, les gens. D'accord, non, mais c'est bien, ça se peut que Sfar voulait me mettre mal à l'aise, il n'y a aucun souci, mais du coup. Peut-être que j'arrive pas à me placer. C'est-à-dire j'arrive, je sais pas qui m'identifier, je sais pas de quel côté je suis, je sais pas. Mais et du coup. Oui, c'est ça. Ouais, du coup, bien joué, Sfar. C'est ça. Mais ça m'étonne pas que du coup, toi, PE, là, il nous regarde avec des gros yeux. Ah ouais, parce que je comprends pas. Il a pas une once de féminité en lui. Mais moi non plus, j'ai pas compris pourquoi j'étais mal à l'aise. J'ai pas compris. C'est juste. J'avais un espèce de poids ici, et j'avais une espèce de boule de nerfs, et je suis sortie, j'étais libérée, j'étais heureuse que ça se termine. Parce que je l'ai pas ressenti, mais je l'ai interprété pendant le film. J'ai vu ça, ça m'a pas touché, mais je comprends pourquoi, et j'arrive pas trop à l'exprimer là. Mais ce côté attirant et repoussant, voilà, marche assez bien. Faudrait qu'il y ait quelqu'un moi, d'autre. c'est marrant parce que j'ai ressenti exactement les mêmes choses, mais pour moi, parce que c'était que des fausses notes tout le temps, j'étais là. Mais ça participe d'une certaine manière du. Oui, mais du coup, t'es conscient. propos. C'est-à-dire que t'es mal à l'aise, mais conscient pour telle raison. Moi, c'était juste inconscient. C'était genre, moi, Myriam, petite fille, c'était je suis pas bien. Mais moi, j'ai envie de sortir. Mais non, mais moi, le personnage m'intéressait beaucoup, mais c'est effectivement tout ce qui ne fonctionne pas, qui me sortait systématiquement de son récit, et du coup, je me disais, merde, putain, c'est raté, c'est dommage, il était à ça, et c'est raté, c'est comme Borderline, le mec, il est tombé pour peut-être différentes raisons, mais ça me mettait mal à l'aise. En gros, si on devait voir le film, ça serait pour l'esthétique années 70, qui est très bien faite. Très bien, voilà. Et même dans la réalisation. Mais au fond, ça pourrait être un livre de capture d'écran et ça serait très très beau. Et parce qu'il vient de la BD, le mec. C'est ça. Oui, mais bon, il vient de la BD, mais il a réalisé un super film qui est Gainsbourg Vie Héroïque. Donc il est du cinéma aussi maintenant. Enfin, je veux dire, le cinéma, des fois, c'est une technique. C'est un artiste. Mais le cinéma, c'est aussi une technique, mais il y a eu quand même une notion d'alchimie. Des fois, il y a le truc, t'es juste à côté et ça ne passe pas. Et ça ne passe pas. Ça. Et Gainsbourg, là, par contre, il valide le tir. C'est clair et net. Et au fond, Gainsbourg aussi, pourquoi ? Parce qu'il avait El Mosnino qui portait le rôle, peut-être. Mais pas que. Peut-être dans qu'elle tous n'était les pas biopics, prête à porter le rôle. Il y a des mecs qui ressemblent et qui c'est pas qu'il ressemble à El Mosnino, c'est que d'ailleurs il lui ressemble pas tant que ça, mais il l'incarnait incroyable. Il l'incarnait même dans son mode de vie actuel. Enfin, tu sens dans la personne comme elle est. Il a un côté brut de décoffrage, il a un côté qui va. Est-ce que Freya Mayor ou Major, je sais jamais, est-ce qu'elle pourrait réellement porter ce rôle ? Non, mais c'est vrai qu'elle est peut-être un peu débutante. Faut pas remettre en cause les acteurs. Quand t'as 3 acteurs principaux qui ont la même tonalité, la même façon de jouer, tu remets en cause la direction aussi. Oui, bien sûr. Du metteur en scène sur ses acteurs. C'est peut-être volontaire de ça. C'est volontaire, je pense, parce qu'il essayait peut-être de faire quelque chose un peu à la nouvelle vague, peut-être vachement parler, c'est-à-dire réciter, et qui ne marche pas. Godard, c'est froid, je trouve. Le quoi ? Godard, c'est un peu froid, ce qu'il fait. Non, on parle pas de Godard, s'il vous plaît. Non, mais parce qu'on parlait de nouvelle vague. Non, mais Godard, il y a un côté froid dans le... Justement... on n'est jamais réellement dans le récit, il s'amuse à faire des trucs un peu détournés, déstructurés, genre Prénom Carmen. Pour moi, Godard, c'est le brouillon du cinéma. C'est-à-dire que c'est le gars qui invente, qui réfléchit à des procédés narratifs. Et alors, il les fait d'une manière un petit peu brouillonne, mais qui sont par la suite analysés et repris de manière peut-être beaucoup mieux gérée par d'autres. Et voilà, pour moi, Godard, il est essentiel au cinéma. Pourquoi on est venu là refaites-moi Nouvelle vague. Non, mais le retour en arrière par rapport au film dont on parlait. Cette façon de réciter les dialogues. Un récit déstructuré, des dialogues finalement que tu pourrais prendre en voix off et mettre sur des images dans un montage totalement. D'ailleurs, l'italien, j'adore la scène avec l'italien. Il y a le côté bulle, clairement, mais t'en reviens à la BD. C'est ça. C'est ça. Et il y a cette scène qui me revient à chaque fois que là, PE, tu parles de ces erreurs qui ponctuent un petit peu le film. Il y a ce moment où la femme, sur la fin, la vraie femme, donc pas la secrétaire, répond justement à la secrétaire au téléphone et effectivement, elle a aucune expression, aucune faciale. Elle essaye de montrer qu'en gros, c'est une grosse manipulatrice, etc., mais que c'est peut-être un petit peu dur à gérer pour elle, etc. Et on ne sait pas si c'est voulu ou pas, si l'actrice joue bien ou mal, si elle a été bien dirigée ou pas. Il y a un truc très étrange, effectivement, parce qu'elle est tellement plate, froide, tellement rigide, que ça en devient très bizarre et peut-être un peu dérangeant, et peut-être pour toi dérangeant, parce que mal joué, peut-être toi dérangeant parce que bien fait. Je sais pas, il y a un truc, c'est voulu, mais ça ne fonctionne pas. Exactement. Ou ça fonctionne ou pas, mais parce que
Je sais pas si je peux dire que j'ai passé un mauvais moment, ce film, il est pas... Moi, honnêtement, j'ai passé un moment, ça a été douloureux. Oui, ça a été douloureux, mais c'est intéressant. Mais est-ce que tu regrettes ce moment? Moi, je regrette. C'est-à-dire, je suis heureuse parce que ça a ouvert ma perspective et voilà, je vois différemment certaines choses, il n'y a pas de souci. Mais c'est-à-dire que je suis heureuse aussi d'avoir une carte illimitée parce que j'aurais regretté d'avoir payé pour le film, par exemple. Parce que... non, mais ça faut... Je suis désolée. Non, mais en tant que... je prends spectatrice lambda, tu vois, je prends en tant que spectateur basique, j'aurais regretté... Qui paye 10 € sa place une fois par mois, j'aurais regretté. Moi, en tant que cinéphile un peu curieuse... Et bien sûr qu'il y a pire, mais on parle du film en question, mais il y a toujours pire, il y a toujours mieux. voir les 4 Fantastiques. Ouais, voilà. Alors là, on a des regrets... Allez, bim, mon cher. Voilà, alors là, on va enchaîner tout de suite, chercher la ceinture et tout ça. Bon, alors parlez-moi de ce film récent. Bon, alors moi je laisse Benji commencer parce que moi je vais dire que c'est pas une si grosse merde. Vas-y. Enfin, en même temps, je vais... Alors, présente-moi vaguement les 4 Fantastiques. Moi, j'y connais rien alors, aux comics Marvel, comme beaucoup de choses. Alors, déjà, est-ce que c'est Marvel? Oui, c'est Marvel. Oui, c'est Marvel. Et Marvel, Fox. Merci. Marvel, et donc... Ah non, mais alors attends, il nous a déjà fait le topo la dernière fois. Important. Oui, mais on a compris. C'est important. Donc, c'est pas réalisé par Marvel, c'est réalisé par la Fox, c'est une licence Marvel. Ok. C'est une licence Marvel. Qu'est-ce que c'est que ces 4 personnages? Donc déjà, c'est un reboot d'un film de, je pense, 2004, j'ai envie de dire, 2005, où il y avait Team Story. Alors déjà, ça c'est échec. Où il y avait... Alors non, faut arrêter. Rebooter un film qui vient d'être fait, c'est non, mais ça dépend s'il y avait une révision derrière. S'il y avait on sait pas. Mais il y a des raisons économiques. Est-ce que je peux présenter le film? Oui. Mais... Donc, reboot début des années 2000, on va dire, avec Jessica Alba, qui finalement j'ai revu... Oui, ça c'était une bonne raison de voir le premier au moins. Ah, Jessica Alba, et il y a Captain America dedans aussi. Alors comment il s'appelle? Je sais plus. Chris Evans. Ouais. Merci. Et Chris Evans. Incollable. Et une star de Broadway dont je me souviens plus le nom. Celui qui jouait les Johan Gruffud. Putain, c'est toi qui devrais le présenter. Il y a Michael Chiklis. Et le méchant, c'est le mec de Nip Tuck. Oui, c'est le méchant de Nip Tuck. C'est le méchant. Non, c'est pas le méchant dans Nip Tuck. C'est le héros dans Nip Tuck. Donc oui. Donc bref, et donc sachant que j'ai revu le film il y a pas longtemps, il a très mal vieilli d'ailleurs. Mais c'est un chef-d'œuvre à côté de ce qu'on a vu là. C'est un chef-d'œuvre. Par contre, c'est super cohérent. Et donc voilà, il y a eu un reboot réalisé par je ne sais qui, par contre cette année. Josh Trank. Le mec avait fait le dommage suprême. Avec Miles Taylor, Michael Jordan, Kate Mara, B. Jordan. Parce que sinon, c'est pas. Kate Mara et. Thierry Henry. Et non, mais non, pas du tout. Et celui qui a fait Billy Elliot, c'est le garçon de Billy Elliot. Oui. Jimmy Bell. Jimmy Bell. Qui d'ailleurs on ne voit pas, c'est le plus gros dommage. On ne voit pas son beau visage pendant tout le film. C'est un monsieur de pierre. Il est beau. Bon, ce calme, il est magnifique. Revenons-en à nos moutons. La présence féminine, c'est elle qui valide ou pas. Mais pas du tout. Donc voilà, donc un film qui est considéré comme un caca monumental. Et moi je pense qu'en fait c'est un caca monumental pour ceux qui veulent aller voir un film d'action. Je pense que ce n'est pas monumental, c'est un caca mou monumental. C'est pas la même chose. Je pense pour ceux qui ne vont pas voir un film d'action mais qui vont voir un univers de super-héros, des codes comme des gens qui passent leur nuit devant un ordinateur à essayer de créer le parfait vaisseau pour aller dans l'espace, tout ça. Il y a du bon, voilà. Il y a du mauvais, il y a du très mauvais qui est dominant, il y a du bon. Notamment, moi, j'aime beaucoup Miles Taylor. Je sais qu'il y en a qui disent que le casting a un charisme cumulé. C'est le gars de Whiplash, c'est le gars de plein de choses, c'est le gars de Spectacular Now. C'est ce qu'on disait la dernière fois, ils sont censés être des astrophysiciens, ils ont quel âge? Oui, mais ça, je sais que ça vous dérange, mais je veux dire, j'ai 21 ans, le mec il est surdoué dans le film. C'est pour ça, oui, mais le film s'adresse qu'à toi parce que justement tu vas kiffer le gars parce que il est dans ta tranche d'âge et voilà, qu'il est très bon, et c'est pas seulement ça quand même, j'ai un peu mais peu importe la crédibilité de ça. Le film est nul. C'est une bouse. Ça ne suffit pas, monsieur Benjamin. Non, mais il faut que tu nous expliques un peu davantage pourquoi c'est un naufrage. Déjà parce que ce n'est pas un film de Josh Trank, c'est lui qui a réalisé le film, mais ce n'est pas son film. Il y a son premier scénario qui a été publié. Il y a plein de photos de décors où vous découvrez, mais alors des scènes. Ils ont coupé des scènes d'action carrément. Parce qu'ils n'ont pas pu les finir par cause de moyens quand même. Mais ils s'attendaient à quoi? C'est Welcome to Hollywood. Ils s'attendaient à quoi? Après voilà. Il y a une chose entre faire un film et qu'on te coupe la moitié de ton film à la fin, quoi, et qu'on te le retourne. Ils voulaient faire un film de super-héros très sérieux. Voilà, il y a très peu de scènes d'action. Très sombre. Très sombre. Et ça c'est très cohérent par rapport à Chronicle. Et ça aurait pu être très très bien. Ils ont tranché avec les précédents qui étaient très colorés, très BD. Non, parce que
quand même, Voilà, Chronicle, c'était crescendo. C'est-à-dire qu'à la fin, t'avais ton big badaboom que tu attendais, et là, en fait, c'est un soufflet qui retombe. Désolée avec mes métaphores culinaires, mais c'est un soufflet qui retombe. C'est-à-dire que j'ai une pomme. Mais on te prépare tout ça pendant facilement 1h15 dans un laboratoire. Il revient, il est transformé, il pleure. Et puis en une demi-heure, c'est torché. Et puis même pas. C'est vraiment du 4 minutes 30. Et c'est vrai qu'on est habitué aux Avengers où il faut remuer tout New York et tout ciel et terre pour tuer des gens. Ouais, mais il n'y a pas de climax. Maintenant, ils font plus de climax, justement. Avengers, je suis désolée. Il est où le climax ? Tu crois que Tony Stark il va mourir dans l'espace ? C'est un climax. Tu te dis Tony Stark qui meurt dans l'espace, c'est quand même, ça fait bien chier. Et bon, là, c'est pas le sujet. Non, mais voilà, revenons-en aux 4 Fantastiques. Et 4 Fantastiques, ça retombe. C'est vrai que, du coup, j'imagine que quelqu'un qui va voir un film d'action, mais il doit être incroyablement déçu. Parce que Kate Mara Esme, qui joue la femme invisible et qui, en gros, maîtrise un peu, fait bouger des objets, tout ça, elle fait une bulle de protection. Il y a un gars qui donne un coup de poing, là, Jamie Bell. Le gars, il va dans une espèce d'espace lointain et c'est fini, quoi. Et il est mort. Il trouve et c'est la scène de fin, c'est comment il trouve le nom des 4 Fantastiques. Très mauvais. That's fantastic. That's our name. C'était très mauvais. Mais alors, ça revient un peu sur un truc qu'on disait avec PE récemment où je vais, moi, mettre un veto sur les films qui ne se terminent pas. J'en ai marre de voir des films qui sont des épisodes de série. Et alors, j'ai l'impression que quand vous me décrivez ces 4 Fantastiques, le portefeuille. En gros, ils vous montrent une intro de film et à la fin, c'est parce qu'il fallait faire une fin. Non, mais et du coup, c'est pas. Non, c'est que je pense qu'il a raison, il y a eu trop de scènes. Enfin, je sais pas. Il y a eu énormément de choses coupées. Enfin, on ne saura jamais tout ce qui a été coupé. Ils ont retourné pas mal de scènes après le tournage parce qu'ils n'étaient pas satisfaits. Josh Trank avait fait beaucoup de. C'est du fan footage, comme il fait dans Chronicle. Ouais, caméra à la main, à l'épaule. Il y en avait énormément dans le film, ça n'a pas plu à la Fox. Donc ils ont ça c'est pas une erreur. Ils ont stabilisé du fan footage. Non, mais lui il le maîtrise. C'est ce qu'il maîtrise. Il le maîtrise comme dans Chronicle, franchement. Tout le monde le maîtrise. Bah non. Oui, mais même mon père, quand il fait des vidéos de Noël, il maîtrise le fan footage. Non, mais c'est le principe. C'est ce qu'il maîtrise, c'est ce qu'il sait faire. Oui, mais au moins ça aurait été différent, tu vois. Ça aurait été un film d'héros différent. Là, oui, t'as le plan d'introduction. Enfin, je veux dire, esthétiquement parlant, ça n'amène rien. Ce qui est vraiment dommage, c'est que moi, même si vous croyez que c'est pas cohérent, c'est que c'est des acteurs que je trouve super intéressants, qui pourront faire des choses super. Enfin, je veux dire, Miles Taylor, pour moi, j'attends à chaque fois son film parce que, enfin, je trouve qu'il est super intéressant. C'est vrai que normalement, le mec, il a les cheveux blancs, enfin, du moins sur les tempes. Non, mais on s'en fout, c'est du détail. C'est du détail. Je veux dire, si t'as un film. Oui, mais si t'as un film putain de cohérent, avec une esthétique autre. Tu t'en fous que le mec, que Michael B. Jordan est black et qu'il est censé être le frère de... Ouais, je suis assez pour Tu t'en fous. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Ça. Je veux dire, il y a des productions de théâtre... Son frère et ça. Tu vois, il y a des productions de théâtre où ils refont Grease et Sandy, elle est brune, quoi. J'en sais rien, où il y a des blacks qui jouent des rôles de blancs, tu t'en fous de ça. Ouais, si c'est cohérent, si c'est une vision du réalisateur unique qui fait que t'es heureux d'aller voir un autre film de super-héros... Mais c'est là où tu te trompes, c'est qu'il n'y a rien de cohérent, il n'y a rien de voulu. La seule chose qui est voulue, c'est que les jeunes s'identifient. Et c'est la seule et unique raison pour prendre ces acteurs-là. C'est pas que ça sert un propos ou un récit ou une vision de la chose. Ça sert juste à faire du commercial. Si c'est des acteurs qui ont un potentiel. C'est ça que moi je parle de... Le cas, c'est le cas. Je veux dire, le mec de Whiplash, il a un putain de potentiel. Et c'est pas que de Whiplash. Je suis d'accord, mais il attend de faire ça. Et ça peut nuire à sa carrière, du coup, à faire des boosts. D'accord, mais attends, t'as le réalisateur de Chronicle qui est loin d'être une daube et qui est intéressant. Et à préciser qu'il est arrivé avec le projet. Mais voilà, il est arrivé qui te propose quelque chose. Vision, j'ai ça, je veux faire ça. Ce dont tu parles, toi, là, c'est l'erreur de la Fox, c'est pas l'erreur de mais c'est normal parce qu'il n'y a pas de réalisateur, ce sont des films de studio. Oui, mais à la base, ça qui ont juste comme raison d'être le fait de garder une licence en. Je suis même pas sur comment est fait le film. Je te dis qu'à la fin, genre, vu que moi, je suis un public qui aime les films de super-héros, ce que je demande juste là, c'est que je suis même pas super exigeante, je demande juste une vision un peu différent, je suis même pas un truc radicalement différent, mais Ant-Man, Gardien de la Galaxie, que j'ai adoré d'ailleurs, il a amené l'humour. C'est-à-dire que, non mais je suis désolée, il a amené un personnage qui se prend moins au sérieux que on n'est pas loin de Stark quand même. Genre, oui, il n'y a pas de souci, c'est un peu le renouveau. Mais Gardien de la Galaxie, c'est différent parce qu'il y a quand même, il y a une autre esthétique, tout ça, c'est un autre délire. Mais tu vois, c'est le plus intéressant. Rien que dans sa BO, il est intéressant. Elle est à écouter. Après, on va voir ce qu'ils vont nous faire par la suite. C'est ça. Mais tu vois, genre, moi, je vais voir les Marvel avec un espoir, d'avoir quelqu'un comme Chris Pratt qui tient le rôle
et qui soit cohérent, quoi. Il y avait la musique, il y avait l'esthétique, tout était cohérent. Là, c'est pas le cas. Ant-Man. Moi, je l'ai pas vu. Moi, j'ai fait j'ai du mal un à en été parler. détox. Non, mais on en a déjà pas mal parlé. En gros, il y a rien. Il y a rien dans ce film. Voilà. Il y a rien d'intéressant. Rien du tout. La présentation des personnages, ça peut être intéressant. Moi, j'aime bien. Moi, c'est ce que j'aime bien. Je comprends ce qu'elle dit, même si j'ai pas vu le film. C'est ridicule. Oui, mais... Ça passe de 1 an plus tard, 10 ans plus tard. C'est pas un film, c'est un caca. C'est un caca. Ils ont mis un caca et ils ont dit ils ont pas fait de promotion, il n'y a rien eu. Au finalement, mais ça se rend. Non, mais ça c'est un autre débat. Restons sur le film. Moi, je m'en fous du contexte. Mais c'est ça la Fox. Elle est là, le débat est biaisé parce que Benjamin et PE ne parlent rarement du contenu du film et toi, c'est ce que tu essaies de faire et j'aimerais essayer de faire. Je veux terminer. J'ai pas terminé ce que je voulais dire. La Fox a demandé donc des reshoots de scènes parce que ça leur convenait pas. Quand ils sont passés en post-production, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas les moyens de payer les effets spéciaux. Et ils n'ont pas fini ces scènes. Donc pour vous prouver à quel point c'est un caca boudin ce film. C'est-à-dire qu'ils ont rien maîtrisé. Ils s'en foutent, c'est pour garder la licence. Encore une fois, ils te balancent de la merde. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Parce que s'ils font pas un film tous les je sais pas combien, ils perdent la licence. Et Marvel veut récupérer toutes ces licences. Donc ils sont là, ils attendent. À la minute près. Les gars, on en a déjà parlé, on l'a déjà dit, on sait, on a compris. Bon, voilà. En gros, si vous êtes amoureux de Miles Taylor, de Kate Mara, allez les voir parce que ça fait toujours plaisir de les voir. Si vous aimez le cinéma, mais voilà, après si vous attendez un grand film après c'est pas si vous attendez à voir un film parce que le cinéma n'est pas un site de rencontre. Enfin si tu aimes le cinéma, tu vas au cinéma. Ah non mais c'est pas si simple le cinéma. Voir n'importe quoi et de continuer à donner de l'argent. T'as des millions de gens différents qui vont pour des millions de raisons différentes. Ah non, je suis désolée, chacun va pour ça. Alors je vais rebondir un peu sur ce que tu disais, c'est-à-dire que To Be Continued et des trucs comme ça, c'est unanimement les gens ils ont détesté le film. Comme tu l'as dit, on travaille dans le cinéma et moi j'ai remarqué un truc, c'est que tous ces mongoloïdes ont beau détester le film, mais restent jusqu'à la fin du générique parce que Marvel nous a habitués à mettre une petite scène qui ne sert strictement à rien généralement, une scène à la fin du générique et tout le monde attend sa petite scène à la fin du générique. Finalement, les gens vont voir de la merde pour pouvoir voir à la fin. Enfin, ils vont voir de la merde, ils vont aussi voir Liam Neeson où sa femme elle se fait enlever pour la 6e fois, tu vois. Il y a un moment, c'est kiff-kiff. La question c'est toi tu vas ressentir quoi? Non, d'abord c'est sa fille qui se fait. On s'en fout, c'est pareil. Il fait toujours la même tête, les mêmes films, le même scénario, c'est fatigant. Non, c'est Besson qui fait ça, mais lui. Non, Besson il fait des choses différentes. Il essaye, Besson. Il essaye, tu vois. Oui, il essaye quoi? Il a fait Malavita, il a essayé des choses. Il a essayé de. Il a eu un chauffeur de taxi. Ouais, non mais. Quoi? Il a essayé par exemple de faire une franchise de films d'action à la française. Et il donne de l'argent au cinéma français, il renouvelle la chose avec. Sauf qu'il comprend rien à ce qu'il fait. On a aussi déjà parlé de Besson. Mais c'est intéressant, j'apprécie ta présence, Myriam, parce que moi aussi je défends Luc Besson. Donc si vous aimez le cinéma, je n'aime pas du tout Luc Besson, mais je pense qu'il fait du bien financièrement. Si vous aimez le cinéma, si vous aimez Miles Taylor, si vous aimez les films de super-héros, si vous aimez Michael B. Jordan ou Michael Jordan son frère, n'allez pas voir les 4 Fantastiques. Et on va redescendre d'un ton si vous voulez bien, mais juste pourquoi, je me pose vraiment la question, parce que PE et moi on n'est pas allé voir le film, mais on savait à quoi s'attendre, et vous y êtes allés, et bizarrement vous trouvez ça pas bien. Moi je suis très étonné de toi, Benjamin, finalement, parce que tu constates quelque chose. Et en plus, bon bref. Et pourtant, tu vas le voir, je trouve ça. De la même manière, il y a marqué fumez-tu et on continue à fumer. Mais j'en reviens à la même chose. J'aime les films de super-héros. J'adore les films de super-héros. J'aime ça. Mais tu le sens quand un film va être mauvais quand même un peu, non? Bien sûr, mais je le sentais de très loin que ça allait être très mauvais. Qu'est-ce qui t'a poussé à le voir quand même? Ma carte. Non, c'est parce que la consommation. Parce que t'aimes les super-héros. Oui, mais parce que j'aime les films de super-héros et que j'avais envie de voir quelque chose qui aurait pu être intéressant. Mais quand tu aimes quelque chose, il faut militer. Et donc, c'est un acte militantiste de ne pas aller voir ce genre de débilité. Justement pour leur exiger de la qualité. Je peux pas juger un film tant que je l'ai pas vu. Je peux pas juger un film tant que je l'ai pas vu. Pareil. Je peux pas dire ce film est mauvais si je l'ai pas vu. Je suis d'accord. Mais à ce moment-là, j'ai envie de te dire que quand ça ressemble à de la merde et quand ça a l'odeur de la merde, il y a des chances pour que ça soit de la merde. Oui, mais il y a des chances que ça soit un super gâteau en forme de merde, tu vois. Non, mais ça n'a pas l'odeur de merde. Franchement, il y a des chances. Non, moi, mal barré. Non, je suis désolée. J'y vais. J'aurais pas dû les relancer. Non, mais j'y vais parce que je suis de ces gens qui sont optimistes et qui croient que même dans des films pas terribles comme La Dame de l'Auto, par exemple, imaginons, c'est incomparable, mais il y a au moins 1 minute 30 de bon.
un plan de bon, une musique bonne. Moi, je crois qu'il y a toujours au moins 1% de correct. Et du coup, j'y vais pour ce pourcent parce les que. lettres du générique sont bien. Non, mais peut-être, mais si à la fin je suis contente, si à la fin j'étais en mode ah bah tu sais quoi, aujourd'hui j'ai découvert une super musique, ou aujourd'hui j'ai découvert un acteur ou un plan. C'est vrai que la musique de fin est pas mal. Mais tu vois, ou des trucs comme ça, bah voilà, moi j'y vais pour ce pourcentage de chance que. Bah que je sois contente et que je découvre un truc. Sauf que là, il y a 0%. Enfin, pour moi, c'est le pire film de super-héros. Là, il y a un truc, c'est que. Un truc tout bête. C'est le pire film de super-héros que j'ai vu de toute ma vie. Moi, je le surfeur d'argent, les 4 fantastiques, le surfeur d'argent. C'est un chef-d'œuvre à côté. Il est sexy en plus. C'est un chef-d'œuvre à côté, ce film. Lequel? Parce qu'il y avait une conversation parallèle. Les 4 fantastiques et le surfeur d'argent. La suite de. Ouais, mais tu vois, par exemple, là, il y a la musique Portiched, et ben c'est cool. Ah, c'est vrai que. Voilà, un truc tout bête, il y a la musique Portiched. Ouais, mais c'est cool, mais ça. Mais ça fait pas un film. Oui, mais quand t'as une carte et que tu payes pas, tu t'en fous, t'as vu la musique. Oui, mais il faut arrêter justement, parce que la carte fait du mal bizarrement au cinéma à cause de ce genre de. Ouais, bon, on va conclure par une phrase que m'a sorti un de nos collègues de boulot. Il a résumé le film par les 4 en plastique et je trouve ça très bien. Voilà. Et ben oui, parce qu'ils veulent vendre des figurines. Non, mais tu vas pas faire un débat politique, s'il te plaît. Suivant, next. Allez, ça va très bien. Le cinéma, c'est poli. Excusez-moi, transition. Je suis parti là, je suis à fond. Alors, Myriam a beaucoup parlé, et c'est vrai que Benjamin aussi, d'une certaine manière. On va essayer de parler de Rage au ventre. PE n'a toujours pas vu Rage au ventre. Enfin, n'a pas vu, ne veut pas le voir. Non, mais il m'énerve. Et donc, en gros, il n'y a que Benjamin et moi qui l'avons vu. Donc, on parle de. Et c'est assez intéressant comme film, non? Non. Ah bah. On peut en débattre. Oui, on peut en débattre. Oui, la Rage aux dents, on peut en débattre. Psychologique. De quoi ça parle? Alors, peut-être qu'il y a débat là-dessus, parce que pour toi, ça parle de quoi, La Rage au ventre? Est-ce que c'est un film de boxe sur la boxe? Oui et non, enfin, la boxe c'est un prétexte. À quoi? C'est un prétexte à nous sortir cette histoire. Je ne peux pas parler de ce film, je sais pas comment en parler en fait. Quelle histoire? Je suis pas allé le voir avec l'envie de le voir en fait, je suis allé le voir parce que j'accompagnais quelqu'un. Je peux pas dire que c'est mauvais, hein. C'est pas un mauvais film, j'irais très loin de dire ça, mais c'est la descente aux enfers de ce personnage. Et voilà, Jake Gyllenhaal, boxeur, à succès, issu d'un milieu difficile, c'est ça. Qui a une moitié, une âme sœur qui s'occupe d'à peu près 99% de sa vie, hormis la boxe, et encore hormis les matchs surtout. Heureusement, parce que sinon, c'est plus aussi sexy. Alors... Comment dire? Pour moi, c'est pas un film sur la boxe. Non. C'est un film sur la relation d'un père à sa fille et tout du moins sur ce personnage-là qui, notamment, fait de la boxe, mais qui perd sa femme et sa moitié et son âme sœur et qui, de là, subit une descente aux enfers. Perd tout. Voilà. Donc, comment il la perd? C'est pas vraiment un film de sport. J'ai pas compris comment il la perdait dans la bande-annonce. Alors, en fait, il y a une fusillade. Une fusillade. Il se prend la tête avec quelqu'un, il y a un couple perdu et sa femme meurt. Voilà, alors, le truc, je trouve que ça, c'est un des problèmes. Mais alors, ça, c'est pas un des problèmes du film, c'est un des problèmes du marketing qu'il y a autour du film. Et là, on en revient sur les différences entre le réalisateur, la production et le marketing. C'est que dans la bande-annonce, c'est annoncé que la femme meurt. Ouais, le problème, clairement. Le problème, c'est que c'est pas dans les 10 premières minutes, c'est pas dans les 5 premières minutes, c'est au moins une bonne demi-heure de film. C'est un bon tiers du film. Et le problème, c'est qu'on sait ce qui va se passer, donc il n'y a pas du tout le même intérêt à voir le film. Exactement. On est un petit peu obligé de le suivre. Et ce qui est encore plus dommage, c'est que étant donné que c'est Rachel McAdams qui joue sa femme, donc c'est quand même une assez bonne actrice intéressante. Le fait de la perdre au bout de 30 minutes, ça aurait mis un coup. Si tu t'y attendais pas, ça t'aurait mis bien sûr. Alors que là, tu te dis, ça arrive. Mais elle battait pas son record de Sherlock Holmes 2 où elle meurt dès les premières minutes. Ah oui, elle meurt dès les premières minutes. Mais moi, je suis pas sûr qu'elle soit morte dans Sherlock Holmes 2. On en reviendra. Mais donc, on en revient au problème de business et de marketing parce que là, pour le coup, le réalisateur disait, il a plus ou moins validé ce truc-là, mais il a vraiment hésité. Et peut-être qu'il probablement ne l'aurait-il pas fait, n'aurait-il pas annoncé dès la bande-annonce pour donner envie. Et je trouve que c'est vraiment une grosse erreur. Voilà, parce que effectivement c'est un personnage important qu'on est assez mais c'est content de du film. Oui, comment va-t-il se démerder sans sa moitié? L'art d'une bonne bande-annonce, c'est qu'on te dit quasiment rien, mais t'as l'impression de comprendre l'ambiance du film. Oui, c'est ça. Faudrait qu'on te dise rien, faudrait que ce soit juste lui qui boxe. C'est un événement trop important pour qu'on te le dise, quoi. C'est trop clé. Ouais, mais peut-être qu'ils avaient pas d'autres choses pour le vendre. Ils le vendaient en simple film de boxe. Moi, je trouve qu'il y a plein d'incohérences à partir de cet instant. Je comprends pas pourquoi d'un coup il a plus d'argent.
Alors, sa femme meurt, il a plus d'argent. Alors là, je suis pas d'accord. C'est parce que c'était la seule qui avait le code pour la carte bleue. Donc, du coup, je ne comprends absolument rien à ça. Si. Le principe de la descente aux enfers, c'est que ce personnage, et c'est pour ça que je stipulais, et c'est très important, qu'il était extrêmement justement important pour le protagoniste, c'est-à-dire 95% de sa vie tourne autour de cette femme, et elle l'a accompagnée depuis son adolescence. Donc à partir du moment où cette personne disparaît, le mec il a juste une seule envie, c'est de se foutre une balle dans la tête, qu'il ait une fille ou pas. Voilà, la réalité elle est là. Et donc cette descente aux enfers, cette volonté de suicide, lui fait tout perdre. Lui fait perdre l'envie de se battre. Avant il avait la rage au ventre, il ne l'a plus. Et ça c'est d'ailleurs un contrepoids assez intéressant. Par contre, bon titre. Moi j'aimerais dire la rage au ventre, je trouve que c'est un bon titre. Oui, non, je sais pas. Le titre original c'est Souspo. Ouais. Souspo. Je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas si c'est une région ou quoi, mais ça n'a rien à voir. S-O-U-T-H-P-A-W. Je sais pas, c'est un truc étonnant. Je sais pas si le titre original est mieux ou pas. On dirait un nom d'Indien. Ouais, c'était une région. Non mais alors en fait elle meurt et elle vide son compte avant de mourir. Mais donc parce que le mec il gagne des millions et d'un coup il y a 50 Cent qui arrive qui lui dit. Mais pourquoi? Parce que parce qu'il frappe. Il y a 50 Cent dans le film. Oui, alors 50 Cent. Alors là j'essaie de défendre ce film, je fais l'avocat un peu du diable, mais j'ai pas apprécié ce film, mais pas du tout pour les mêmes raisons que toi. Et du coup cette défense aux enfers, elle est très légitime, très justifiée. Et donc pourquoi il perd son argent? Parce qu'il bute il tape comment on appelle ça, les juges là sur le terrain de boxe, un arbitre, et donc il a plus le droit de... Il perd sa licence, Il perd sa licence, il peut plus faire de match, il avait hypothéqué, il avait déjà beaucoup de prêts, etc. Donc en fait il était en flux tendu, donc il n'a plus, il doit vendre tout. Oui. Et le truc c'est que cette volonté de suicide lui fait perdre tout le reste, sa crédibilité, notamment pour s'occuper de sa fille. Donc il perd tout, il perd sa femme, son argent, sa licence, et c'est vrai que c'est lourd. Et en même temps, c'est des journées de merde comme ça. T'as trouvé ça trop journée de merde, franchement. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que ça se passe en quelques jours. C'est qu'il y a un moment oui, mais il aime ça. Ils auraient vraiment pu se limiter à sa femme, quoi. Clairement, ils auraient vraiment pu se limiter à ça. C'est un effet boule de neige, je trouve pas ça incohérent. Là, c'est trop. Le mec, il se retrouve dans la maison bling, donc grosse maison, je sais plus dans quelle. Mais dont il se fout, on est d'accord là-dessus. Oui, il se fout. Mais se limitant qu'à sa femme, ils auraient fait un film intelligent et c'était pas leur envie et ni leur capacité. Il faut bien montrer que c'est la merde. Encore une fois, t'as pas vu le film dont tu parles. C'est pas. Mais pourtant, PE là vient d'expliquer pourquoi moi j'ai pas trop aimé le film. Je trouve qu'il en fait pas trop au niveau du scénario, mais par exemple trop au niveau des dialogues. C'est un film didactique qui explique trop, qui parle beaucoup trop. Ça parle beaucoup. Ça aurait pu être un film coup de poing justement avec la performance de Guy Lonald, je la trouve vraiment pas. On peut pas lui reprocher d'avoir fait ce qu'il a fait. Je suis pas d'accord avec ça. Elle est bonne. Le fait que ce soit de la vraie boxe, je trouve ça intéressant. Désolé, là il est dans Everest bientôt, je crois ça. Ouais, mais c'est non, attends. Guy Lonald, il est en perpétuel décalage entre les films qu'il fait et ce qu'il propose. Je suis pas d'accord du tout. Mais je suis pas d'accord. Pour moi, le mec, il est en train de faire des excellents films, des bons choix de films, des bons choix de carrière. Mais non, des bons choix de films. Tu rigoles. Alors là, moi je trouve qu'il y avait du bon il y a quelques années, mais là dans les derniers films, il y a eu des problèmes. Night Call, Night Watch, je sais pas quel. Night Call, c'est une bombe ce film. J'adore ce film. Night Call, ouais, il est pas inintéressant. Il est pas inintéressant, mais je veux dire, pour moi, en fait, non. Pour moi, il s'enferme. Night Call, il est parfait, arrêtez. Non, il est bien. Non, mais laissez-moi terminer. La rage au ventre, il en fait beaucoup trop. Non, mais il est enfermé. Et en fait, il s'est enfermé dans un type de film. Un film à performance. Un film, exactement. Non, mais c'est pas vrai ce que tu dis. C'est pas des films à performance. C'est pas des films à performance. Il est en décalage. Le mec, il est là, il dit moi je veux me prendre des vrais coups de poing. Il est en train de nous faire sa putain de psychanalyse devant. Depuis Stallone, c'est un film à performance. C'est un film qui a révélé Stallone. Alors déjà, non, mais Stallone se prend pas des vrais coups dans la gueule. C'est des films de révélation d'acteurs. Le mec, il fait pas du cinéma, il veut faire des performances artistiques. Le mec, il se trompe. Il veut un Oscar. Il veut un Oscar, mais sur des films de merde. Non, mais c'est juste que moi je. Par contre, je suis pas d'accord qu'il ait fait que des films de merde. Non, je dis pas film de merde. Non, Prince of Persia, c'est Prince of Persia, le jeu vidéo il est mythe merde. Mais non, c'est juste pour moi, je trouve ça dommage parce que je trouve il se diversifie pas comme avant. Je veux dire, moi je me souviens du Jack Gyllenhaal, je sais pas comment on dit, de Donnie Darko, tu vois. Donnie Darko. Mais tu vois, des trucs un peu plus indépendants. Je veux dire, qu'on s'éloigne de Prisoners, de tout ça. Moi je serais contente. Vous crachez sur Source Code, il est très intéressant comme film. Il est raté. Pas vrai du tout. Non, ce film est raté. Je suis pas d'accord. Mais le meilleur rôle de Jack Gyllenhaal, c'est quand même Brokeback Mountain. Vous oubliez Brokeback Mountain quand même. Non mais voilà, sa carrière est parsemée d'excellents films. Zodiac est génial. Jared. Et il en fait pas très. Mais c'est maintenant. Là, il en fait trop.
vous pouvez pas cracher sur un mec qui a fait autant de très très bons films. Oui, mais le problème, c'est que ces films aussi bons, ça commence à dater. Et moi, je trouve que niveau choix. Non, son dernier, Night Call, c'est. Oui, non, mais Night Call, c'est pas faire que des bons films. Non, mais je dis pas que des bons films, mais je dis juste que je trouve qu'il est en train de s'enliser dans un genre de film. Il veut en faire beaucoup, il veut se surpasser. Tu penses que Night Call est un mauvais film, Prisoners est un mauvais film, J'ai pas dit Night Call Enemy est un mauvais film. J'ai pas dit ça. À chaque fois, il est super bon dans ce film. Je dis pas que c'est des mauvais films. Je dis Night Call, j'ai bien aimé. Y a pas de souci. Prisoner Enemy, j'ai pas vu, je l'avoue. Mais je trouve que dommage que le gars qui a fait Donnie Darko, Brokeback Mountain et des trucs putain d'intérêt. Bah moi je trouve pas. Mais il doit faire quoi alors? Il doit faire Donnie Darko 2, Brokeback Mountain 2 pour mais il doit faire peut-être, je sais pas, un truc un peu où il est pas dans une voiture en course-poursuite, où il se bat pas. C'est pas ça, mais c'est pas le cas. Bah moi ça me dérange. Moi je veux un truc plus... Alors attends, justement, est-ce qu'on peut parler de Prisoners? Parce que ça montre... Non, on peut pas en parler. Non, attends, Jake Gyllenhaal dans Prisoners. Mais 2 secondes, ça montre le problème de ce garçon. Ça montre le gros problème de ce garçon, c'est qu'il fait des films et il part dans ses délires à lui parce qu'il veut faire il veut donner sa propre vision du truc et d'une manière excessive. Il est en train de nous faire sa psychanalyse à l'écran, quoi. Continuellement. Encore une fois, le fait qu'il se prenne des coups de poing dans la gueule pour de vrai, ça prouve que le mec, il est complètement fucked up. Parce que le cinéma, c'est justement, c'est faire semblant. Et le gars, il veut faire pour de vrai. Et dans Prisoners, je t'arrête tout de suite. Le cinéma, c'est pas faire semblant. Oui, mais t'en dis beaucoup. C'est pas faire semblant, ça c'est ta vision du cinéma. Cette performance, elle est pas inintéressante et elle joue dans l'intérêt. Il est pas dans le bon lieu, il est pas dans le bon moment. Là, pour le coup, il est en décalé. Et dans Prisoners, il crée le même décalage, c'est-à-dire qu'il te crée un personnage qui a des tics nerveux, qui est tatoué de partout, et pas un instant ça sert le propos, pas un instant c'est expliqué, ça n'apporte rien au récit, c'est que le gars il s'est juste fait plaisir. Le mec il est malade. Ok, on a compris ton avis. Et après il revient éventuellement, mais on a compris ton avis sur une personne que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Mais ça se voit, le mec il te crie sa souffrance à l'écran et personne ne réagit. Est-ce que je peux poser ma question? Oui, pourquoi t'es pas allé voir? Est-ce que quoi? Moi je veux vraiment savoir pourquoi il l'a pas vu. Bah parce que c'est... non, à part que c'est un malade, on a compris, merci. Je te parle la rage au ventre, ce dont on parlait à la base. Ouais, on va y revenir. C'est ce que j'ai décidé de faire donc un été détox et d'essayer de un peu mieux choisir mes films. Ouais. Bon, question juste par rapport à Prisoners, tu essayes de mettre en avant un point qui crée un personnage qui pour toi n'a pas de lien avec le scénario. Oui. Est-ce que tu avais notion de cet ajout de sa part, parce que tu ne le sais pas outre le film, tu ne l'as pas lu hors dehors du film, tu ne le sais pas qu'il a joué. Mais non, mais je le lis à travers tous ces films. Mais c'est bien ma question. Non. Par rapport à Prisoner, est-ce que tu l'as lu avant d'aller voir le film, qu'il avait fait cette proposition dans le film, mais ou est-ce que tu l'as lu après? C'est mon ressenti par rapport à l'ensemble de sa carrière, que le gars, non, mais il est continuellement... Tu me parles d'ajouts bien spécifiques. Tu peux me laisser finir la phrase. Comme quoi, oui, mais je reviens sur ta première phrase. Je voudrais que tu conclues ça. C'est la lecture que j'en ai à travers l'ensemble de sa filmographie, c'est que le gars, il part en décalage continuellement par rapport à... C'est peut-être le réalisateur qui lui a demandé de faire ça. Non, ça, je pense pas. Lui, ça, je suis pas d'accord. Apparemment, j'avais lu un truc dans le jour d'après, il a demandé à ce que ce soit la fin du monde. Et ils ont fait la fin du monde. C'était nul comme blague, tu sors. Il essaye de décompresser un petit peu. Non, mais j'aimerais vraiment savoir si tu ne sais pas que c'est lui qui a choisi ou si c'est le réalisateur qui lui a demandé. Non, c'est ta lecture. C'est ma lecture parce que à chaque film, il fait des propositions exagérées et qui sont parce que ça ne m'a pas du tout frappé ni dans Prisoners ni dans... C'est un problème pourtant, et c'est bien là le problème. Dans le cinéma, on te montre. Alors dans le cinéma, tout a une raison d'être. Si on te montre quelque chose, c'est que ça a une raison. C'est pas là par hasard. Tout est réfléchi, tout est analysé. Le gars, il te donne des trucs qui ne servent à rien après. C'est pas normal. Ce n'est pas cinéma. Dans Prisoners, ce n'est pas vrai. Dans La Rage au ventre, ce n'est pas vrai. Mais les apports qu'il propose. Je crois que Benji essaye de dire quelque chose. C'est vrai qu'il est très bon quand il est très sobre. Il est très bon dans Brokeback Mountain et dans Night Call. Moi, je le trouve très sobre dans Night Call. Dans Night Call, je suis d'accord avec toi. Dans Night Call, il est très sobre et il a juste ces petits excès qui réussissent très bien. Dans La Rage au ventre, il est cliché. Il est cliché. Oui, mais c'est un film relativement... J'ai regardé 75 matchs de boxe et regardé comment... Mais il est content parce qu'il se prend des vrais coups dans la gueule. Mais oui, mais tu peux pas lui reprocher de performer. Non, mais je veux dire, de 1... C'est pas le lieu. Laissons parler Myriam. Non, mais déjà, s'il était totalement équilibré, il ne serait pas acteur parce qu'une phrase connue, on dit qu'on est acteur quand on a un trop plein d'amour ou un manque d'amour. On laisse pas quelqu'un en danger, là. Parce que le mec, il est réellement en danger. Non, mais on s'en fout, je veux dire, quelles que soient les raisons...
Je veux dire, c'est pas toi, PE, qui va les sauver de Jake Gyllenhaal. On s'en fout, tu vois. Mais on doit pas applaudir quelqu'un qui est en train de se foutre en l'air. C'est faux. Mais il fait ce qu'il veut, putain. Ok, revenons au film 2 secondes. Tu n'as pas vu le film. Moi, je peux te dire, le film. Puisqu'il a pris des coups, j'ai vu ce film avec un ami qui m'a dit à la fin... Frappe-moi. Elle m'a dit, j'ai trouvé ça un peu oppressant. J'attendais de voir la tête de Gyllenhaal sans bleu. Et j'avais pas trop remarqué ça, mais a posteriori, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais trouvé ça très cohérent qu'un boxeur qui fait de la boxe ne soit pas d'un plan à l'autre sans le bleu au même endroit ou le bleu tout de suite très réduit, etc. Et en fait, le truc, c'est que oui, il se prend les coups, donc oui, il a la gueule un petit peu abîmée. Alors, certainement, il y a du maquillage, etc. Mais c'est un boxeur, et donc ça rajoute de la crédibilité au film. C'est extrêmement intéressant, ça. Oui, non, après, il a raison. Au cinéma, les gens ne meurent pas. Crédibilité, il faut se calmer. Mais après, c'est vrai que quand tu vois le film, c'est vrai qu'il va trop loin. Il va trop loin par rapport au film. C'est un blockbuster. C'est pas un blockbuster, mais il est en décalage. Il est clairement problématique d'apporter quelque chose. Mais je ne peux pas lui reprocher ça. Il prend pas sa performance à la parce qu'il performe, il se fait plaisir, il a envie. C'est un acteur, il a un acteur. Non mais tu vas sur une montagne russe pour avoir peur, tu peux te faire frapper dans un film, quoi. Il y a un moment. Si Fuka il lui dit oh c'est génial, continue, fais ça, lui il va continuer. C'est que le mec il le dirige mal. Le problème vient de Fuka. Moi j'en suis là. Il fait ce qu'il veut faire, il en est très content. Il va beaucoup trop loin à certains moments. Moi c'est ce que je lui reproche, c'est qu'il va beaucoup trop loin. Il sait pas. Mais alors attends, cite-moi un moment un petit peu particulier où tu trouves qu'il va trop loin. C'est tout le temps dans sa façon d'être. C'est vrai, mais il a un niveau permanent. Il est cliché, enfin je sais pas comment dire, il est toujours, enfin vous me voyez pas mais bon. Il a toujours mal aux yeux, il est toujours là. Il pisse comme ça, il trouve ça assez intéressant. Il pisse littéralement le sang. Je sais pas si c'est son sang ou pas. Probablement pas tout le temps ou peut-être un peu des fois, c'est ça. Mais ce que je préfère, c'est qu'il attend ça. Ce que je préfère, c'est DiCaprio dans Django. À un moment où il tourne une scène et qu'il tape sur une table, qui fracasse un verre, qui s'ouvre la main, qui continue à jouer. Je préfère ça qu'un mec qui comme dans Apocalypse Now. Voilà, je préfère les gens qui réagissent sur le tournage et quand DiCaprio il tape sur la table et qu'il s'énerve, il pète un verre, donc il s'ouvre la main et il continue et il va au bout. Lui il prévoit, il dit bon alors là les gars vous allez m'en foutre plein la gueule, j'ai envie d'en prendre plein la gueule. Mais je peux pas lui reprocher. Moi je suis sûr qu'on va arriver à ça avec Gyllenhaal. Parce qu'au moins il s'investit dans son film et il s'investit dans son rôle. Mais non. Après qu'il en fasse trop peut-être, d'accord, mais il s'investit. On tourne en rond. Mais parce que j'aimerais bien arriver à certaines conclusions, mais c'est difficile. Moi j'aimerais dire pourquoi je n'ai pas vu le film. Bah vas-y, non, j'aimerais dire j'en ai un peu marre des films de boxe. Alors peut-être parce que je suis la partie femme là de cette conversation, moi je sais que pour moi le point de non-retour ça a été Stallone et De Niro à 70 balais. Voilà, ça a été le point de non-retour dans le cinéma sur le vote. Mettre Raging Bull et Rocky sur la même affiche. Je veux dire, voilà, j'ai compris, mais pour moi ça allait trop loin. Je veux dire, je l'ai vu le film. Je veux dire, T'as pas vu bon, moi j'ai pas été voir ça, je vois bien. Je l'ai vu enfin en partie parce que je bossais en cinéma. Tu regardes Fighter, c'est génial. Fighter de David O. Russell, c'est génial. Je l'ai vu récemment. Il est vachement bien. Ce film avec Mark Wahlberg et non, c'est pas Mark Wahlberg. Si. Attends, c'est Channing Tatum et non, Mark Wahlberg et Christian Bell. Ça c'est Foxcatcher, je pense à Foxcatcher. Christian Bell dans Fighter. Je confonds, on voit rien. Il est juste exceptionnel. Mais Mark Wahlberg est bon aussi. Mark Wahlberg est très bon aussi, voilà. C'est l'une des rares fois où il a été bon, non ou pas? Non, j'exagère, je suis méchante. Non, c'est juste qu'il a fait Transformers et ça m'a un peu traumatisé, mais je suis un peu méchante. Donc pour en revenir à la rage au ventre, ce qui est intéressant, c'est dès que Forest Whitaker apparaît. Moi, c'est là que le film m'a un peu accroché parce que Forest Whitaker est très bon dans le film. 50 Cent, je sais même pas ce qu'il fait là. Il est un manager du monde. Voilà, c'est un manager, il est plat, on a essayé de présenter le film, on a occulté pas mal de choses. Je disais qu'il venait d'un milieu défavorisé, et donc c'est en gros c'est une petite frappe, je sais pas comment le dire bien, mais c'est une racaille le personnage principal. Donc effectivement quand Benjamin joue le mec que vous ne voyez pas, qui se remue, etc. Mais le problème c'est que c'est pas cliché, c'est que les mecs qu'il joue sont des clichés en quelque sorte. Et donc ça, encore une fois, c'est justifié, c'est légitime. En revanche, Whittaker est intéressant, McAdams, elle est intéressante, Gyllenhaal, je continue de penser qu'il est très intéressant, les trois sont intéressants. Non, mais dans ce film-là, ils apportent quelque chose tous et pour leurs propres raisons, mais voilà, l'osmose ne se fait pas bien. Et pourquoi ? Parce qu'à mon avis, il y a cette volonté du réal ou de la prod, là je sais pas trop à qui jeter la pierre, mais de vouloir en faire beaucoup, de vouloir en faire trop et de vouloir faire trop de films en un. Du coup, c'est extrêmement bavard. Il y a
finalement assez peu de boxe, donc c'est pas un film sur la boxe non, mais non plus. Peu importe. Pas autant que Fighter, qui lui n'est pas du tout pour moi un film sur la boxe, mais qui est un film de société, sur la drogue, sur la famille. Et c'est exactement la même chose dans La Rage au ventre. Je pense que c'est un film sur la famille, sur les sentiments, exactement comme là je viens de voir Interstellar hier. Alors là je vais encore ouvrir les débats, mais c'est pour moi plus un film sur la famille et sur les rapports amoureux, et en tout cas les rapports affectifs, que sur un film de science-fiction. Et encore une fois, c'est des films, les sujets sont des prétextes. Et c'est peut-être que là où je vais te rejoindre, PE, effectivement, il y a peut-être un décalage entre ce Gyllenhaal qui est le protagoniste, qui veut absolument faire une performance sur la boxe, alors que le film n'est peut-être pas tout à fait un film de boxe. Et c'est peut-être ça qui fait que ça ne marche pas. Oui, mais le problème, il vient de quoi? Il vient du réal, qui à un moment choisit de faire le climax du film sur l'entraînement de ce boxeur. Avec Whittaker, voilà, là c'est cliché à nouveau, mais tu vois, c'est pas le Gyllenhaal qui est cliché, c'est bien le déroulement de ce film qui se perd un petit peu sur trop, ça manque peut-être un peu de maturité. Je pense que l'écriture est pas à la hauteur ni des acteurs, ni des volontés du réalisateur. Ce mec-là, redis-moi le nom du réalisateur de La Rage au ventre. Il avait fait Training Day, mais c'était pas lui qui avait scénarisé, on est bien d'accord. Qui est-ce qui avait scénarisé? Je confonds toujours les deux. Celui qui a fait... comment il s'appelle déjà? Celui qui a fait Fury. Son temps, voilà, David Ayer. Et je crois que la force de Training Day, c'était le mélange entre la bonne écriture et la bonne réalisation, et que là, il manque la réalisation. Il manque l'écriture. Training Day, c'est la relation Ethan Hawke, Denzel Washington. Mais c'est dans l'écriture. Mais on en revient tout à l'heure. D'accord, mais les acteurs, il faut performer. Moi, je trouve que t'as bien conclu. Et il a eu l'Oscar. Comme quoi, tu peux avoir un Oscar effectivement avec Fuka. C'est vrai qu'on s'étend encore en long, en large et en travers. Training Day est surestimé quand même. Oui. C'est surestimé. C'est quoi le suivant? J'ai adoré Bad Times, moi. Et un peu dans la foule. Mais c'est pas lui. C'est l'autre, c'est ailleurs. Ah, c'est ailleurs. C'est ailleurs. Mais il est très bien. Ouais. Bon, on peut passer au l'école la sonnerie de l'école sonne. C'est la rentrée. Donc, nous devons passer au sujet suivant. Alors, on a fait pas mal de choses. Alors, on est à 1 heure. On est presque à la moitié. Non, je déconne. Ne partez pas tout de suite. On a probablement fait plus de la moitié. Donc, on a fait La Dame dans l'auto, Les 4 Fantastiques, La Rage au ventre. On a vaguement évoqué Wes Craven. On fait un petit peu le bilan. Ça nous permet de nous reposer. PE allume une clope. On va peut-être redescendre un petit peu. On va arriver à... Ah, malheur. On va arriver à... oublié ça. Je vous lance là-dessus. Allons-y. Alors, on a tous vu Mission Impossible. Je me suis lourdé. Surtout que moi, je suis nouvelle sur les Missions Impossibles. C'est-à-dire que c'est le deuxième que j'ai vu. Honte à toi. Non, après la sortie du cinéma, j'ai tout vu. Ah, c'est bien ça. Exactement. Voilà, mais du coup, j'ai peut-être un regard plus jeune que PE sur cette... Mais pourquoi toujours C'est la petite vanne pour le vieux, la jeune, la plus jeune, la plus... Non, quelqu'un présente, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il a présenté dans Mission Impossible qui ne connaît pas? C'est le 5e épisode de Mission Impossible. Alors déjà, le 5e épisode, bonjour. Donc t'as pas tout vu. C'est bon. Alors, allez. Alors c'est une licence intéressante parce que justement, il faut contextualiser la chose. C'est une licence assez intéressante parce que justement, elle se positionne différemment des Jason Bourne qui se veulent très réalistes, enfin réalistes en tout cas très brutes, ou la très bonne renaissance de James Bond qui est beaucoup plus badass après les dérives, mais catastrophiques de Pierce Brosnan. Amen. Ah mais vraiment, c'est une catastrophe. On pouvait penser qu'on pouvait pas faire moins bien, on pouvait pas faire pire que Roger Moore, et en fait Pierce Brosnan nous démontre que oui. Et donc Mission Impossible se positionne sur quelque chose de beaucoup plus familial, de beaucoup plus fun, de beaucoup plus coloré. Et pas que quand même. Et normalement pas que, et c'est le problème que j'ai eu sur ce 5e épisode, qui est pour moi beaucoup trop familial, beaucoup trop comique, beaucoup trop... il suffit de regarder la place qui est de plus en plus grande, énorme, comique. Du comique relief, Simon Pegg que j'aime beaucoup. Excuse-moi, il amène tout quoi, je veux dire... Et non, il enlève tout. On vient de résumer le film. Il casse toutes les scènes. En gros, Simon Pegg, il a pris de l'ampleur depuis le Mission Impossible 3 dans lequel il apparaît. Du coup, il doit avoir plus de place à l'écran. Et d'ailleurs, il manque. Sachant que j'ai vu un il y a pas longtemps, il manque quoi, Simon Pegg, je vous le dis. Non, je suis pas d'accord. Et je peux vous assurer que maintenant qu'on l'a vu dans les Missions Impossibles et qu'on découvre, comme je l'ai fait, le 1 et le 2, il manque. Mais moi, t'as Jean Reno qui tire une corde, on dirait qu'il fait caca, c'est rigolo aussi. Non, mais Jean Reno, il est mauvais. Mais c'est rigolo ça. Alors, non, mais...
Mission Impossible, je l'ai vu avec Marine, qui est donc aussi une demoiselle, qui avait aussi vu peu de Mission Impossible, et qui en sortant du film m'a dit c'est assez équilibré, effectivement, elle a assez apprécié, assez rigolé. Et donc, Myriam, qui découvre un peu la licence aussi, apprécie avec ça. Et c'est vrai que nous, a priori, qui avons vu le film un peu plus... la série un peu plus en avant, en amont, on trouve ça un peu dommage. Non, pas moi. Non, d'accord. Je trouve pas ça mais ça, pour moi, ça dit tout du film. Parce qu'en réalité, c'est pas un film d'action, c'est pas un film d'espionnage, c'est pas un film drôle, c'est un film froid, frileux. Je suis assez d'accord. Je suis plutôt d'accord. Assez plat en fait. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais que tu me présentes l'histoire de ce. Parce que quelle est l'histoire de ce Mission Impossible ? On n'en sait rien. Voilà. Expliquez-moi l'histoire de ce Mission Impossible. Elle est inexistante. Comment s'appelle il y a une vraie histoire pour une fois. Il y a encore un méchant qui veut encore casser le monde. Mais oui, mais ça c'est toujours pareil. Mais là en gros, quand tu vas voir Mission Impossible, t'acceptes ça. On le voit 10 minutes. La différence, c'est pas que là, Mission Impossible n'existe plus, c'est ça, je crois. Non, mais c'est tout le temps. Non, mais c'est toujours le cas. Il y a une grande différence. Ouais, c'est un peu toujours le cas. Soit ils se font tous décimer, soit il part à la retraite. Enfin, il y a toujours l'agence Mission Impossible est toujours part mal, en tout cas. Elle est borderline à chaque fois. À chaque fois. C'est pas trop, voilà. Mais là, elle n'existe plus. Là, elle est dissoute. Et là, ça vous étonne pas qu'un mec tout seul réussisse à... Ce film est complètement absurde. Ce film est aberrant de bout en bout. Mais alors, si t'en reviens là, la rage au ventre, c'est une daube monumentale aussi. Il n'y a aucune crédibilité, je veux dire. Il y a un déroulement qui cherche une cohérence, ce que ne fait plus Mission Impossible. Attends, ce que n'a jamais fait Mission Impossible. Je suis d'accord. Au niveau des cascades, ils font des trucs. C'est pas possible, je le sais. Oui, mais là, j'existe plus ces cascades. Tu vois, je trouve qu'il est complètement incohérent. Les cascades sont réalistes. Le mec prend l'avion, tout le monde s'en extase. Bah non, c'est pas réaliste ça. Il s'accroche à un avion. Mais c'est le fait, donc c'est forcément réaliste. Et pourtant, le film n'est pas impressionnant une seule seconde. Pourquoi ? Alors moi, je vais te dire, parce que cette scène, par exemple, est systématiquement tuée par le comic relief. Parce que elle est mal amenée, mal continuellement coupée par. Oh merde, attends, je me suis trompé de bouton. J'ai juste tiré la chasse. Et donc, il casse systématiquement les scènes qui devraient être juste badass et impressionnantes, et elles sont systématiquement cassées. Et Tom Cruise, avec énormément de talent, lui emboîte systématiquement le pas. C'est-à-dire qu'il donne. Il n'y a aucun talent de Tom Cruise. Mais si, il y a un talent. Il est bon dans la comédie, mais ça, il avait déjà démontré auparavant. Et là, il continue à faire de la comédie, c'est-à-dire qu'il essaye de se mettre au niveau de Simon Pegg. C'est pas possible. Il fait toujours. Tom Cruise au niveau de Simon Pegg, au niveau de la comédie, j'y crois pas trop, quoi. Mais je veux dire. Mais quoi ? Mais attends, Tonnerre sous les tropiques. Oui, non, mais en attendant, il est trop canon et trop en forme comparé. Parlons du film. Et donc, effectivement, il veut faire un personnage qui est tout le temps dans cet épisode-là un peu à la ramasse, qui s'en sort in extremis, qui n'arrive jamais à devancer l'action ou l'intrigue. Jamais. Il est toujours. Il a la traîne. Dépassé non, faux. Mais faux. Il est énervé dans les autres. Là, il n'est pas énervé un seul instant. Limite, il se marre pendant tout le film. Il fait non, j'ai pas de plan, mais on va se démerder. Non, mais non, mais sérieusement. Dans tous les films, on lui tue ses potes. Dans les autres, on lui tue ses potes. Il est un peu vénère. On lui pêche sa nana. Il est un peu vénère. Là, il a rien. On tue une nana qu'on connaît pas. On sait même pas. Donc là, il est un peu fâché. Et rien ne fonctionne. Rien ne fonctionne dans ce film. Et c'est dommage. Vous allez loin. Je trouve que tu marques une nouvelle incohérence que je n'avais pas remarquée et qui est un peu bizarre venant de toi. Oui. Tu dis que le mec essaye de faire de l'humour parce qu'il y a Simon Pegg, et pourtant, jusqu'ici, tu nous expliquais que ce mec était hyper intéressant parce que c'est lui qui tenait la licence entre ses mains, et que c'est lui qui décidait presque pour les réalisateurs, ou qui donnait un peu de souplesse aux réalisateurs, mais en gros qui était assez maître des choses. Que les films et de son rôle, de sa licence, etc. On n'a pas vu le même film, franchement. Et là, si Tom Cruise n'est pas le centre du film, mais c'est pas ce qu'on a. Le seul point d'orgue et d'intérêt du film, c'est cette fille sortie de nulle part qui était là uniquement pour ce rôle-là, enfin pour cet épisode-là, qui ne sera plus jamais là probablement. Non, comme dans toute. Qui est magnétique parce qu'elle ne cligne jamais des yeux. Voilà pourquoi je crois qu'elle est magnétique, en plus d'être très belle. C'est problématique, ça fait peur. Ça fait peur, c'est très étonnant. Et bon bref, voilà. Et donc pour moi c'est la seule très vague intérêt du film. Le problème c'est que pareil, d'ailleurs, toutes les relations émotionnelles ou l'implication émotionnelle qu'il y a dans le film du côté du spectateur, c'est elle qui risque de crever parce qu'elle est en danger vis-à-vis du méchant. Le méchant, il n'existe pas. Le film est bancal, il est sur
Voilà. Oui. Alors j'aimerais Ni le intervenir méchant, ni le protagoniste n'existe. Quel existe. Alors voilà. J'aimerais intervenir. Alors déjà, je suis pas tout à fait d'accord que l'émotion, il y a qu'elle qui la donne, parce qu'à un moment, il y a trop de rebondissements, si tu veux. Il y a un moment, elle a failli nous mourir. Oui, non, mais je veux dire, je suis pas totalement de son côté, tu vois, même si je la trouve magnifique, je veux dire, esthétiquement parlant, quand elle est dans sa robe là pendant l'opéra et qu'elle prépare à sniper quelqu'un. C'est la meilleure scène du film. La meilleure scène du film. Et ils l'ont détruite surtout. Mais enfin, non, bref, l'opéra est pas mal. Moi, bref, on s'en fout. Et on s'en fout pas, mais. Et donc, non, et moi je trouve que voilà, elle a failli mourir trop de fois. Non, celle qui m'a vraiment saoulée, c'est la course-poursuite au Maroc, c'est en moto là. Ouais. Bah, elle est géniale. Mais c'est génial. C'est la seule scène joliment. Elle me laisse complètement différente une fois de plus. Ensuite en bagnole et en moto sont extraordinaires. Et puis j'adore la façon dont elle se termine, moi, franchement. Oui, ça je suis d'accord. Elle se finit juste, elle se pose sur la route, elle dit stop, arrête. Je suis d'accord avec PE que là, en fait, Tom Cruise, je sais pas, j'ai vu les autres juste après aussi, c'est pour ça, mais qu'est-ce qu'il est mou, mon Dieu. Non. Il est mou dans ses réactions. Il est jamais mou. Mais c'est un vieux qui essaye de... Non mais il se repose, mais je veux dire, j'ai vu le 2. Bah le 2 c'est le dernier que j'ai vu en rêve. C'est John Woo. Explosif, mais c'est John Woo qui fait ça. C'est John Woo. Et c'est ce que je te disais, c'est que ça sent. Voilà, c'est qu'il laisse il laisse le champ libre au réalisateur. Le problème c'est que depuis le 3, le 4 et le 5, il n'y a pas de pattes, il n'y a rien. Le 3 si, non. Arrêtez, mais le 3 n'ont pas d'écran réalisé. Mais vous trouvez pas qu'il y a une patte dans celui-ci? Non. Non mais je sais. Non, alors on a pas vu que tu trouves c'est beaucoup plus esthétiquement c'est plat, c'est vide, il n'y a rien. Je trouve que c'est beaucoup plus punchy. Il n'y a pas de partie. Non, il y a un réel jeu sur. Je trouve le montage beaucoup plus punchy, je trouve le montage beaucoup plus intense dans ces scènes d'action. Je trouve les scènes d'action beaucoup plus crues, beaucoup plus entre guillemets réalistes. Ben oui, bien sûr. Moi, je trouve la course-poursuite très bien. Enfin, les courses-poursuites de voiture très bien filmées. Elles sont bien. Ouais, elles sont super bien. Sauf que systématiquement, il finit mal ces scènes. La seule qui m'a déçu, moi, c'est le début, c'est l'avion. On la vendait tellement comme une scène exceptionnelle. C'est vrai que c'est clairement dommage que ça soit pas un seul plan, l'avion qui décolle, Tom Cruise qui s'accroche, avec limite on voit Simon Pegg, mais ne pas couper avec Simon Pegg à chaque fois. J'ai trouvé ça. Et Jérémy Renner d'ailleurs. Je reviens sur ce que disait Myriam, le mec est mou. Cette scène, elle aurait pu être peut-être très très bonne. Le mec arrive en marchant. Il parle tranquillement, il téléphone. Non, il est en haut de son espèce de falaise qui lui donne miraculeusement accès à un avion qui démarre. Donc il est sur son monticule là. Il arrive, il est en train de parler. Oui, alors est-ce que c'est bon, est-ce que c'est ouvert? Je veux dire, on s'ennuie. Enfin, c'est mou de chez mou du genou quoi. Il y a un truc que j'aimerais rajouter. Moi, je crois aussi que le problème est un peu dans le méchant. Peut-être. Que je trouve vraiment. L'espèce de britannique là. Non mais je trouve déjà je trouve pas du tout charismatique comme peut l'être un méchant. Je le trouve depuis Philippe Seymour là on est dans la mimique du ce que tu dis de Jacques Gyllenhaal. Pour le coup là ce méchant là, ce personnage là, cet antagoniste là, il est parfaitement dans cette mimique. Il a une espèce de petit rictus une espèce de fausse voix. Il n'y a pas de dialogue. Quelles sont ses motivations? Alors expliquez-moi pourquoi il veut détruire tous les méchants dans les James Bond. Ils sont un peu clichés comme ça. Alors déjà là on n'est pas James Bond, on est Mission Impossible. Mais c'est pareil. Mais non, mais je veux dire, moi je suis quand même assez. Je suis terre à terre. Je veux dire, là pour moi, l'acteur n'a même pas de charisme, tu vois. Je veux dire, il a son gros plan où il menace Tom Cruise, je n'en ai rien. Non, moi je le trouve pas dérangeant. Ah, il y a ça, et j'aimerais dire par contre, on disait qu'il a pas de point de vue le réalisateur. Il y a un truc dans l'esthétisme que j'ai remarqué qui est pas. Il a quand même un truc un peu film espionnage old school. Il joue énormément exactement. Il joue énormément sur la mise au point. Putain. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire que contrairement à d'autres Tom Cruise où c'est genre bam bam bam, je t'enchaîne des plans et des angles et des points de vue, là c'est t'as un plan fixe, t'as Tom Cruise qui passe. Mais on fait le point sur le méchant qui le suit. Un petit peu suspense, pas mal quand même. C'est ce qu'il a fait sur Jack Reacher, c'est un peu sa patte à lui. Non, pas mal sur les points, sur old school, un film acteur très vieux. Un film années 60 quoi, voilà, une esthétique espionnage années 60. Tom Cruise est mou, mais le mec il s'accroche à un avion qui décolle quand même. Non mais je trouve avec des poignées justement mises là, moi je le trouve pas. C'est super. Mais si on s'en fout pas. Quelles sont ces poignées à côté de la porte? Est-ce que vous avez déjà vu un avion avec des poignées spécifiquement dédiées à ce qu'un mec puisse s'accrocher à des poignées? On s'en fout, je veux dire, le mec il fait 1m67 et il nique tout le monde depuis 5 films.
C'est bien mais sûr c'est déjà ça. Mais oui et non. Attends, Après, il y a ce Ça facilement. s'appelle la posture d'incrédulité. Voilà, Mais là, exactement. elle est gâchée Non, mais- depuis le début. Non, mais Je voulais tous les expliquer un Mission truc. Impossible, c'est pareil alors. La Est-ce suspension. que tu as déjà vu, tu prends le Mission Impossible 1, est-ce que tu as déjà vu un lieu sécurisé avec, si quelque chose tombe au sol, il y a une alarme géante qui se Mais déclenche j'en sais partout. rien, je l'ai pas vu. Je sais pas. Voilà, mais c'est dans les toute trucs, la je veux saga. Non, mais je veux dire, C'est d'un oui, point ça de me vue, semble c'est toute la saga qui est d'un comme point de ça. vue plus féminin, c'est super galère pour Isla Faust d'aller dans les coulisses faire préparer son sniper avec des talons de 15 cm. Mais non. C'est pas Oui, réaliste, ça, oui, tu vois. d'accord. Donc, Typiquement, non, mais- la scène est lourde à cause Ouais. de D'ailleurs, ça. c'est très fétichiste ce truc, je trouve, Ouais. sur certains Donc je veux moments. dire vraiment rien n'est réaliste. Enfin, Oui, mais non, je veux dire- rien du tout. Oui, mais je veux Jamais, dire- à aucun Mais moment. jamais. mais jamais. comme Mais là- c'est pas mais réaliste attends, que mais Miles alors, Taylor, attendez, 21 ans, dans- est astrophysicien, Mais il faut dans accepter. non, ça, c'est Mission sûr. Impossible 2, Ouais. à chaque fois qu'il va se battre, il y a des colombes qui passent. Tu te dis, ouais, d'accord. il doit Mais être parce que vraiment John il aime bien ça. Mais voilà, mais on s'en fout. Eh ben, c'est son complètement, parce Mais que non, accepte, c'est vous son faites un esthétique. truc, là vous faites un truc, c'est comme ces missions impossibles, vous accordez tout le bénéfice à ce scénario Exactement. qui n'a aucun sens. C'est sa force. Aucune tête, rien du tout. Et à aucun moment. C'est la force de Mission C'est Impossible. le moins du monde crédible. Je veux bien qu'à un moment donné, ça Peu parte en importe, vrille. Je on veux veut bien un que le roller mec coaster. qui fasse du D'accord. surf à côté de sa moto, c'est mais pour absurde. moi- Mais à d'autres moments, j'y ai cru, je suis rentré dans le film, on m'a accroché avec un élément de scénario qui correspondait à peu près. Effectivement, là, on a un protagoniste, sa seule motivation, c'est de sauver le monde. C'est beaucoup. Oui. Ah, C'est déjà non, Il n'y a que Tom qui peut c'est faire rien. ça. Ça n'existe pas. Voilà. Mais si, c'est ce que fait La James seule Bond. motivation Mais de Je l'antagoniste, comprends pas. c'est de détruire le monde. Non mais à quel moment on te le justifie, Et ça, on te encore le une fois, légitime Qu'est-ce c'est- qu'il a vécu ce type-là Qu'est-ce qu'ils ont vécu Qu'est-ce qui fait qu'à un moment Mais il donné a perdu tu as envie sa de rentrer femme. Il a perdu sa Qui femme. ça Bah Tom Lequel Cruise. Mais Enfin, il a pas non, perdu. non. Non, mais Il est obligé de la protéger. voilà, donc merci. vit Donc avec il, elle. il a quand même un espèce d'amour un peu. Il ne peut pas être avec sa Mais femme. c'est Il faux. est seul. Parce qu'il doit rester disponible. Mais pourquoi comment tu justifies? C'est comme je dis depuis Mission Impossible 1, c'est le seul à pouvoir le faire. C'est sa sont seule impossibles. motivation. Non, j'en sais rien, c'est il le a- seul il à a- l'écran Il avec a son que équipe. ça, Tom Cruise. Il a que ça, Ethan Hunt. Il a que ça. C'est ce que je suis en Sauver train le de monde. Tu dis c'est le seul à C'est le tout faire, ce mais qu'il pour a. ça il faudrait qu'on me montre que d'autres ne sont pas capables de le faire. Voilà, par Oui, exemple. Après, d'accord, ok. Oh non, mais là. Mais non, mais je comprends alors pas. là, C'est ouais, je un comprends. exemple. Non, Ce là, que je je veux- déconne. mais si, Là, mais tu si. vas loin. Ce que je veux dire, c'est Tu vas que trop loin. tu me dis c'est le seul à être capable de faire ça. Pourquoi tu me dis ça Qu'est-ce que t'en sais Parce que c'est l'univers qui est mis Attends, en place. T'as C'est- trois- c'est- t'as 15 agences. mais encore Mais une fois. d'accord, Attendez, mais mais tu suis un personnage, je veux dire. Mais c'est un C'est personnage, un mais oui, personnage. Oui, mais il faut quand même l'ancrer. C'est-à-dire que Non, dans ils dans oublient- la rage au ventre, c'est si que tu suis ils le oublient que c'est personnage un de film. On retombe dans un film Si James Bond épisodique. s'appelle 007, c'est qu'il y en a 006 derrière qui. Bon, bah, qui- d'accord. et pourtant, c'est Mais lui dans qu'on les voit tout le temps, derniers hein. James Bond, on s'attache beaucoup au vécu, au parcours du personnage. Sam Mendes, lui, il a une esthétique, une photographie, Oui, une bien colorimétrie. sûr. Oui. C'est superbe Bien sûr, visuellement. ok. Oui. D'ailleurs, le dernier est pas génial, Ouais. je trouve, de James Bond, mais il y a des choses très intéressantes. Bien sûr. La Cite-moi- lumière est magnifique. Cite-moi un seul, la seule séquence qui sort un petit peu du lot dans ce dernier Mission Impossible sur le plan esthétique, c'est quand C'est il les est bagnoles. non, c'est quand il est sous l'eau avec Ouais, une c'est image ça va, teintée, avec une image en mouvement, Non, elle fonctionne pas, visuelle. justement, Et je cette- trouve qu'elle cette fonctionne scène. pas du tout non plus. Il Mais y a aucune visuellement, scène elle qui apporte quelque fonctionne, chose. en fait. Visuellement, le film est très propre, le film est, Il est propre, très, il est- très bien il est- cadré. La scène de l'opéra Si, est si. géniale, c'est super bien monté, c'est Ah super bien filmé. Bah non, non, non. Mais Alors, arrêtez, alors mais- je veux non, mais revenir sur sérieusement, l'opéra. quoi, mais Avant, franchement- j'aimerais dire un Mais truc. attends, Alors, t'es on n'a sorti pas du laissé film. parler Myriam. J'aimerais Non, c'est poser pas une toi, c'est pas question toi. après avant. Ouais. C'est comment tu trouves ça pas réaliste que Ethan Hunt est sur un avion, mais que Matthew McConaughey dans Interstellar voyage dans le temps, ça te dérange pas? Il voyage Voilà. dans le temps. Bah, Bah, c'est- il Mais prévient justement- sa Mais c'est la fille. même chose, je veux dire, Alors c'est- voilà. Non, mais je veux dire- c'est Mais tu exactement la poses même une chose. excellente question. Tu poses pourquoi Parce que dans Interstellar, tout ça est extrêmement justifié. Tu vois, je ne Par sais des termes scientifiques bidons un Non, peu. je ne sais pas faire démarrer une fusée. Voilà. Je ne sais pas comment ça se passe dans l'espace. Je ne sais pas comment aller dans une autre galaxie. Donc à partir de là, tu peux développer et aller au-dessus et par-dessus ça. Par contre, je sais qu'un avion, visiblement, bon voilà, c'est assez plat, c'est assez aérodynamique. J'ai rarement vu des poignées de porte en nid d'abeille comme ça à côté. Voilà. Tu vois, En fait, ce que je voulais dire dans la C'est ça, question, la c'est différence. qu'on s'en fout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est cohérent vous en et foutez, bah, pas moi, où tu voilà. t'identifies et tout, ouais, mais le Et problème, c'est que. t'as remarqué genre, que quand même le je veux mec, dire- pas un instant, il fait caca. Ouais. Alors que dans la journée, normalement, il est obligé au Ça moins me de le faire une dérange fois. dans tous les films, figure-toi, que, Bah, c'est fou. que les gars ne mangent pas, que les gars Eh ne ben, pissent pas, ne tu chient devras en pas, parler ça à m'attriste Jack Gyllenhaal beaucoup. parce qu'à mon avis, il va être Eh d'accord ben, avec je toi. Dans serais son très prochain content. film, il va le faire. Voilà, non, tu vois, par exemple, pour dans de des vrai, hein. séries type, là, je viens de regarder Parce que t'as le temps dans les séries. Orange is the T'as- New t'as Black. le temps Eh ben de oui, mais tu développer peux ça. prendre le temps de développer Mais beaucoup non, de choses mais dans les qui- films. Moi, Lui, je il préfère veut le l'offrir. voir avec Isla Orange is Faust the New plutôt que Black. le voir faire caca, quoi. Et Orange is the New Black et oui, il y a des scènes intimistes où on les voit justement uriner.
On les voit pas. Là, est-ce que ça sert le propos? C'est en prison. Et ben oui et non, justement, c'est avant qu'elle aille en prison, on ne la voit plus après, ou on la voit aller aux toilettes, mais on la voit pas sur les toilettes. Je trouve ça extrêmement intéressant, ces moments d'intimité et de Parce que il n'y a rien de tout ça. Il y a 40 minutes par semaine. C'est un film d'icône. Et alors, jusqu'au bout. Et c'est un film d'icône comme les années 60 avec les films d'espionnage old school où il était toujours tiré à 4 épingles et toujours il s'en sortait. Et il faisait ça et il avait n'importe quelle femme. Non, mais là, c'est pas le cas, il meurt. Mais là, c'est pas le cas quand même. Non, mais je parle de il est à la ramasse. Tom Cruise, il est à la ramasse. Et ce que je voulais dire sur l'opéra, et pour prolonger mon premier argument, savoir que c'est un truc familial, il y a un gros souci. C'est-à-dire qu'il y a une bagarre avec un mec qui est plus grand que lui. Bon, tout le monde est un peu plus grand que lui, généralement, mais bon, et là, il galère un peu, et il finit par gagner. Et le mec, le bad guy va tomber, et là, il y a un cut tout chelou. Moi, j'ai trouvé tout chelou parce qu'on le voit pas tomber. On le sent tomber, mais on le voit pas tomber. Et pourquoi ? Parce que, en fait, il se fait empaler dans le décor en bas et on finit par le voir dans un autre plan en contrebas, le mec empalé. Et c'est pour dire, voilà, les mecs, ils ont dû tourner la scène et ils se sont dit, oh là là, attends, non, ça c'est un petit peu limite pour les enfants. Et donc, on va cutter la scène. Je te renvoie la source. Ils n'ont pas vraiment empalé quelqu'un. C'est un blockbuster. Ouais, mais c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas montré. C'est le principe. C'est que tu coupes et tu montres. Non, mais c'est vrai. Tu vois des gens se faire empaler. C'est pas fait, c'est pas terrible. Le passage du plan à l'autre, il y a comme une saute, ça marche pas. Ça s'appelle un cut de dernière minute. Merci, je suis au courant. Voilà. Et ben oui, mais ça prouve que il y a quelque chose qui ne va plus avec cette licence. Mais je trouve que il est pas mal fait, le rythme, le montage alterné entre Isla Fosse, Simon Pegg et Tom Cruise. Et je trouve que c'est ce qui fait le charme de cette séquence qui marche assez bien. Merci. Mais c'est ce qui marche bien. Mais il est bien. Il faut pas aller trop loin. Je veux dire, ça sert à quoi d'aller trop loin quand vous voyez un mec s'approche à un avion? Le problème, c'est que vous n'allez pas dire putain, attends. Non, mais ça c'est il y a des poignées. Mais non, c'est pas. Mais même c'est pareil. Non, mais c'est pareil. Parce qu'ils ont joué le marketing là-dessus. C'est la même chose que tu dis. Moi, ce que je dis, c'est qu'ils veulent faire trop familial. Non, c'est pas parce qu'ils tombent pas et qu'ils s'empalent pas parce qu'ils veulent faire trop familial. Mais si. C'est parce que le cut ne fonctionne pas. C'est Hollywood. Non, mais ça se peut que c'est pas l'esthétique du réel aussi. Il aime pas voir des trucs comme ça, tu vois. Peut-être que je sais pas. Tu trouves des excuses là donc. Je me trouve pas d'excuses. Ça fait ça. Mais non, je me trouve pas d'excuses, mais je sais comment. Faut accepter, tu sais à quoi t'attendre. Mais non, on peut quand même voir quelqu'un se faire empaler. Enfin, c'est pas un problème. C'est pas pour ça que tu vas voir. Non, mais le problème, le problème, c'est pourquoi on trouve plat ce film. Mourir, mais parce que voilà. Non, pourquoi on trouve plat, c'est qu'avant on a eu Brian De Palma, on a eu John Woo, on a eu des trucs où c'était peut-être un peu plus marqué au niveau de l'esthétique, et du coup. Oui. Un peu quand même. Et du coup, ça peut paraître un peu plus conventionnel. C'est vrai qu'il a commencé avec De Palma et John Woo. Où là, niveau esthétique, c'est grave marqué. Le 2, il est magnifique. Après, c'est. Tu me parlais de Jason Bond, tu me parlais de James Bond avec le nouveau là. Daniel Craig. Que j'aime pas. Craig, voilà. Il est génial. Tu peux. Ouais, mon Dieu, mais c'est pas grave. Voilà, tu peux pas faire ce 5e Mission Impossible là et occulter pour moi le reste de ce qui se fait dans le cinéma. Mais justement, ils se positionnent. Mais je trouve que leur position, elle est maladroite. Elle est maladroite. Voilà, je suis d'accord. Parce qu'ils veulent faire un truc trop familial et du coup, trop de comic relief. Trop de on va pas mettre une scène où il y a quelqu'un qui se fait mal en s'empalant sur des trucs, on va pas mettre une scène et en fait il démonte chaque scène par ces problèmes là. Il démonte la scène il meurt quand même et pas un moment. Moi je trouve que c'est oppression et il sait plus quel point le réalisateur quand il est sous l'eau, quand le réalisateur ne sait plus le réalisateur ne sait plus quel point de vue adopter, un point de vue omniscient, donc il y a un moment on voit juste les bras et on est à la et ça ne fonctionne exactement pas. Ça ne fonctionne les 4 Fantastiques. Pour moi, il n'y a pas de point de vue, il n'y a pas de réalisation. Alors là, je suis pas d'accord. Il y a beaucoup plus. Vous n'avez pas vu les 4 Fantastiques, donc je peux vous dire qu'il y a beaucoup plus de. Justement, quand on va voir les 4 Fantastiques et qu'ensuite on va voir Mission Impossible, on peut vous assurer qu'il y a un point de vue dans Mission Impossible. Certes, il est plus fadass, certes, il est moins présent que John Woo, mais les 4 Fantastiques, faut pas déconner, ça n'a rien à voir. Là, je vous dis, il y a quand même une esthétique old school qui est voulue. Il y a quand même. Enfin, je veux dire, en plus. L'air de rien, il faut sublimer Isla Fosse, il faut sublimer Tom Cruise. Et il y arrive un peu, il n'y a pas de souci. Et il sublime tout le temps. Non mais je veux dire, honnêtement, il fait son job. Voilà, il fait son job. Est-ce qu'il le fait
Est-ce qu'il le fait de manière putain d'originale et est-ce qu'il le fait... Non. C'est une exploitation de franchise, on est d'accord, il n'y a rien d'original. Non, parce que c'est une franchise plus indépendante que ce qui est actuellement à Hollywood. C'est une franchise beaucoup plus indépendante, Voilà. mais ça reste une franchise. Ça ne s'exprime pas à travers le film. Ça reste une franchise. Il y a des codes. Il y a des codes, il y a des figures imposées. C'est des codes et des clichés. Non, c'est pas des clichés, c'est des figures. Mais c'est ce que les gens vont voir. Eh ben, mais tu peux pas reprocher ça pour les 4 Fantastiques et pas pour Mission Impossible. Parce que c'est mauvais. Mais vous n'avez pas vu les 4 Fantastiques. Encore une fois. Les 4 Fantastiques, c'est tous les trucs de Marvel. Oui, mais non, c'est pas tous les trucs de Marvel. Tu es d'accord que tu peux être dans des codes et être bon ou mauvais. C'est ça. Il y a quand même du bon et du mauvais. En ce moment, moi, c'est on peut pas dire tout ce genre de film. J'ai envie de glorifier l'originalité. Ouais. Il y en a aucune dans Mission Impossible. Vous oubliez trop le plaisir. Pourquoi devoir tout juger, tout, je sais pas, mettre des mots sur tout. Il n'y a pas besoin. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord. On peut prendre du plaisir aussi. Mais mon plaisir a été volé par ce positionnement trop fort sur le familial, sur le comique, sur il faut surtout pas faire de scènes choquantes, et il démontre toutes ces scènes qui sont pourtant mon plaisir intéressantes. Il est absent parce qu'on ne m'a jamais pris par la main à un moment donné pour m'intégrer dans le film. Oui, mais c'est pour ça qu'on tombe dans des détails comme ça extérieurs à... tu vois, on n'a pas parlé une seule fois du contenu vraiment du film, je veux dire de la trame principale, de l'histoire, elle est inexistante. C'est des prétextes. C'est des prétextes à faire le film. C'est un prétexte à quoi dans ce cas-là? C'est un prétexte à quoi? À des scènes d'action. À retrouver. Alors non, voilà, mon plaisir, moi, il a été rendu possible parce que pour une fois, à Hollywood, c'est des scènes d'action bien filmées. La course-poursuite en moto, c'est clean, c'est net, on voit les choses et c'est pas un milliard de plans. Et rien que ça, elles sont lisibles. Et franchement, il y a plein de films d'action où tu vois des gens qui tirent dessus, tu ne sais pas où ils sont dans la pièce. Oui, mais il y en a aussi où il y a de l'impact et c'est quand même lisible. Il y a les deux. Non, pour moi, franchement, c'est cohérent dans la franchise indépendante qui est Mission Impossible. Petit plus, t'as Alec Baldwin au début à la fin. T'as des trucs old school comme enlever un masque ou des choses comme ça qui te rappellent ton enfance, qui te rappellent des trucs. Bien sûr, et ça fait partie de l'émission. Et ça fait partie de Parce que là, la scène, elle ne fonctionne pas. Non. Elle fonctionne. Parce que moi, direct, je savais que c'était étonnant. Et moi non, tu vois. Moi aussi, je suis peut-être naïve. C'est là où je vous parle de plaisir, c'est que moi, dès qu'il rentre dans la salle, dès que je le vois, je dis ok, c'est Tom Cruise, je me dis quand est-ce qu'il va enlever son masque et je vais jubiler quoi. Mais donc tu vois, t'as un rapport de fan à un truc qu'il a envie de voir et qu'il a envie d'apprécier. Et donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver en quoi c'est appréciable ou pas. C'est le principe du débat. Alors, je veux bien que ton point de vue. Mais mon point de vue, c'est du pur plaisir. C'est tout. Quand Tom Cruise a parlé au début, quand je revois Ethan Hunt, alors qu'on sait pas vraiment où il est, quand il arrive en semi-courant, allez, il court pas si tu veux, en semi-courant. Il a 50 sur son fauteuil roulant, les gars. Sur son fauteuil roulant. Avec la musique. Mais il est génial, ce mec. Mais attends, t'as vu. Non mais j'ai beaucoup aimé la musique parce qu'il y a beaucoup de. Non mais la musique, on en parle même pas, c'est incroyable. Et t'attends toujours le. Et ça y est, non, c'est incroyable. Elle est classique comme tout le reste, moi je trouve. Bah putain, en tout cas elle a une identité. Je veux dire, c'est pas Hans Zimmer qui te nique les oreilles dans Pirates des Caraïbes où ça prend de tous les côtés. Je suis désolée. Attention. Donc c'est ta première émission, ça peut être ta dernière si tu continues. Bref, on vient de parler d'Interstellar. Interstellar ne marche essentiellement parce que Hans Zimmer. Mais moi, Hans Zimmer, Pirates des Caraïbes, ça m'a un peu saoulé. Genre le premier oui et les suivants, ça m'a saoulé la musique. Ouais, c'est vrai que tu n'entends pas la bande son de. Je tiens juste à vous préciser que le premier Pirates des Caraïbes, c'est pas Hans Zimmer. Oui, c'est vrai. Sérieux? C'est Klaus Badelt. Eh ben j'adore la musique du premier, tu vois. Mais pour conclure sur Mission Impossible. Voilà, concluons. Franchement, c'est une franchise indépendante qui a fait son taf. Où on a un Tom Cruise que moi j'apprécie, Tom Cruise en Mission Impossible. On a un super rôle féminin qui d'ailleurs n'est pas une petite jeunette à la Léa Seydoux, mais c'est quand même une vraie femme, voilà, bien badass et tout. Elle était bien, Léa Seydoux dans le 4e justement. Elle est bien, mais elle est un peu jeunette et tout. C'est un objet. Ouais. Donc voilà. Et c'est un truc qui manque. Parce que, si je peux me permettre, tu me dis là, elle était efficace. Là, on parle de Léa Seydoux dans le précédent. Elle était méchante. Et voilà. Là, c'est un truc qui m'a marqué dans ce film. Avant de voir Mission Impossible, j'ai vu notamment la saison 2 de True Detective. Dans True Detective, il y a Rachel McAdams. Et je vais. Pas de spoil, je suis désolée, même pour les gens qui nous écoutent, ça se fait pas. Ok, il y a une scène où justement il y a un affrontement à coups de couteau, on va dire. Ouais. Elle dure à peu près une demi-seconde. Ouais. C'est pas beaucoup. Elle dit tout. Elle fait tout le relief du personnage après 6 heures de film jusqu'à pendant les 2 heures d'après. Elle fait
elle renverse tout. Elle dure une demi-seconde. À la fin de Mission Impossible, exactement comme pendant les courses-poursuites, on voit la meuf qui sort son couteau, on voit le mec qui sort son couteau, et là on a une chorégraphie de combat. J'adore les chorégraphies de combat. Celle-ci est plate, elle ne m'a pas intéressé. On sait exactement, on voit tout venir. Oui, mais c'est le climax du film. Parce que de son côté, oui, mais non, il n'y a pas de climax parce que ça c'est plat. Pourquoi ? Parce que de l'autre côté, le protagoniste n'existe pas. C'est un point de vue, c'est ce qu'il a voulu mettre en scène. Pourquoi terminer en cacophonie ? Là, vous nous dites que les films à chaque fois se terminent sur un énorme climax, sur une. Et cette fois-ci, non. Cette fois-ci, le mec il fait quoi ? Il est enfermé dans une prison. Oui, mais le climax, c'est ça. Alors par contre, j'ai bien aimé. Oui, mais ça nous rappelle beaucoup plus la vraie série. Exactement. Ça finit comme ça. Exactement. C'est pas des tueurs, ils arrivent pas pour niquer. Ils enferment les gars, ils les empêchent de. Je te parle des scènes d'action, moi, avant. Et bon, je pense avoir fait mon point. Mais déjà, je trouve que. Par contre, je suis d'accord avec toi, cette scène, elle est pas c'est inintéressant. Mais faire des scènes d'action déjà lisibles, franchement, c'est déjà super rare. Faire des scènes d'action où tu comprends ce qui se passe, où t'as pas mal à la tête, où t'as pas les yeux comme ça dans tous les sens. Franchement, à Hollywood, il y a que Michael Mann qui sait faire ça. Mais non, mais j'espère pas qu'il y a pas que le premier Jason Bourne pour rester dans le film d'espionnage. Le premier Jason Bourne, il est hyper efficace. Quand l'autre il date de quand le premier Jason Bourne ? Je sais pas, 2002 peut-être. Voilà, ça va faire 15 ans, enfin 10 ans. Non, mais dans le sens, par exemple, dans les 5 dernières années, les films d'action hollywoodiens, ils sont pas clairs et tout. Non, mais je suis désolée. Greengrass a repris la franchise, il en a fait une daube illisible. Le dernier. Ça va mieux en mieux. Le premier, c'est le moins bon de tous. Michael Bay. De quoi tu parles ? De Jason Bourne, pour moi, le premier. Non, moi j'adore le premier. Le premier, le premier, il n'y a pas de patte. Il est justement hyper réaliste. Dès que Greengrass arrive, là ça devient intéressant. Après, Greengrass, on dirait qu'il a Parkinson tout le temps. Il s'arrête jamais. Ça fout mal au crâne, c'est ce qu'on disait sur Maggie. Il s'arrête jamais. Il vient du reportage, donc la caméra à l'épaule, il aime ça. C'est vrai qu'il en fait trop. C'est-à-dire que quand tu filmes un dialogue, il y a un moment, calme-toi quand même. Calme-toi, arrête de trembler, ça suffit. Bon, calmons-nous nous aussi. Bon, on a passé l'émission à gueuler dans ce micro. C'est agité, on est quatre. C'est ma faute, c'est ma faute. C'est passionné. À écouter, c'est insupportable. Si c'est passionné, on va perdre des auditeurs. C'est pas grave. On n'en a pas. Donc c'est pas grave, on n'en gagnera pas. Ça fait 1h30, on va conclure sur Dipan. Ça va nous calmer. Ça Dipan. Ça va être un petit peu mou du genou encore, peut-être. Non. C'est-à-dire que oui. Lourd comme le plomb. Je vais conclure avec l'accent marseillais. Mais c'est-à-dire, on se rend compte que Audiard, il raconte pas grand-chose dans ses films. Il se passe rien. Attends, là tu sauves quelques étapes. Racontez-moi un tout petit peu le pitch du film sans me le spoiler. Mais c'est chiant toujours les pitchs. Mais moi je l'ai pas vu, j'ai envie que tu me le dises. Mais il y en a pas. J'ai envie que tu me donnes envie de voir le film. C'est un militaire tamoul. Ouais. Donc on est dans une fin de guerre. Tamoul toi-même. Voilà, tamoul toi-même. C'est une fin de guerre donc au Sri Lanka, si j'ai bien compris, un conflit politique. Et donc il part. Il récupère l'identité de trois personnages, personnages décédés. Donc il prend l'identité de Dipan. On lui impose une femme et on lui impose une fille. Voilà. Pour quitter le Sri Lanka et arriver en France. Donc en tant qu'exilé politique en gros, et via la famille, c'est pour ça qu'il peut être inclus. Exilé de guerre. Après ça se passe en banlieue, en gros. Et après ça se passe en banlieue. Ils sont parqués en banlieue, Mais c'est pas un film sur la banlieue, c'est pas un film sur les traumas de la guerre, c'est pas un film... Moi je trouve que c'est un polar. Ça part de ça. Il fait du polar parce qu'il est très sombre, Audiard, et c'est très glauque, mais ces films généralement ne racontent rien. Et en même temps tu t'emmerdes pas, c'est ça qui est très étrange, mais effectivement il te peint une ambiance lourde, sombre, pénétrante. Mais au niveau narratif, il n'y a rien. Et généralement, à la fin, il y a tout d'un coup une explosion qui dure généralement une dizaine de secondes, de minutes, et qui est généralement torchée, mais vraiment très très rapidement. Et c'est tous ces films. En fait, il y a un espèce de côté, c'est un auteur. J'apprécie beaucoup l'écriture et le carré de ce type-là. Et oui, c'est un auteur, mais il se répète beaucoup. Je trouve qu'il se répète depuis son chef-d'œuvre, que je considère comme étant son chef-d'œuvre, à savoir Sur mes lèvres. Et effectivement, il fait un peu toujours un peu les mêmes films, même s'il change d'acteur, de sujet. Et là, encore une fois, moi, son sujet, je l'ai pas compris, quoi. Enfin, je sais pas. Il parle de la banlieue, il parle de quoi, de l'immigration. J'ai juste vu un des derniers plans. Ça a l'air d'être un film, encore une fois, sur la famille, non ? Sur les relations. Oui, pas vraiment. Aussi. C'est un peu tout. Le problème, c'est que c'est un peu tout et c'est beaucoup rien, quoi. Mais c'est un polar. Est-ce que Vincent Rottier est bien ? Ça, c'est une question. Parce que lui m'intéresse, sa carrière, il a un parcours. Non, il est pas mal. Il est pas mauvais. Il est pas mauvais.
Ouais. C'est pas. Il n'y a rien qui dérange, il n'y a rien qui ne va pas. Et puis il y a des bonnes idées. Moi, le temps qui passe, qui est symbolisé, parce que finalement, il filme beaucoup les personnages, il est très près des personnages, et il les filme, mais admirablement bien. Il rend les gens, mais très très beaux. Mais par contre, il filme pas trop les décors. Et il y a des éléments du décor qui montrent le temps qui passe, à savoir la cuisine, avec les petites tomates qui petit à petit apparaissent sur le mur. C'est-à-dire que pour montrer qu'avec le temps, quand même, ils investissent vraiment le lieu et ils embellissent un peu le lieu. C'est du pur scénario et c'est ce qui fait que j'aime bien et c'est ce qu'il n'y a pas dans l'histoire. C'est des petits détails intéressants. Et c'est aussi ce qui est un peu, j'exagère, mais j'ai envie de dire touche française, tu vois, genre cinéma d'auteur, c'est pas pour rien quoi. Ouais, mais c'est un vrai auteur. Mais en même temps, il y a une vacuité de ce qui fait qui est incroyable. Il se trompe jamais quoi. Non, il se trompe jamais quoi. Je suis d'accord. Il a un rythme. On sait qui a fait la lumière ou pas? C'est moi. C'est mon lampadaire. Mais c'est vrai que systématiquement, il a une très jolie lumière, très sombre. Par contre, il aime beaucoup. Ce qui est encore plus difficile, quoi. Mais c'est vrai qu'il a toujours une très jolie lumière qui, moi, il me semble, encore une fois, depuis Sur mes lèvres, parce que ces deux premiers films, Regarde les hommes tombés et Un héros très discret, ils n'ont pas la même lumière, justement. C'est toujours des polars, glauques, mais il n'y a pas ce noir dominant qu'il y a dans tous les autres. Vraiment tous les autres. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est une jeune chef-op qui sort de la Fémis. Peut-être. Et c'est sa première collaboration. Enfin, c'est ce que je me souviens avoir lu dans le il lui magazine. Impose systématiquement la même vision, du coup. Et apparemment, c'est sa première collaboration avec elle, quoi. Mais c'est censé être intéressant, pas trop. Déjà que c'est une petite jeunette, moi je trouve ça génial sur le principe que Audiard fasse appel à des gens de différentes générations, différents background culturel. Il n'a pas des vrais acteurs. Oui, enfin moi je trouve ça. Mais les gars, ils se confortent à son esthétisme, par contre. Oui, parce que moi je vois pas de différence avec les autres. C'est le job. C'est une bonne chose de se faire la main sur un gars qui sait ce qu'il veut, quoi. C'est le job du chef-op aussi de. Oui, mais ta petite jeune, elle apporte rien du coup. Mais elle apporte rien, mais rien que de faire une lumière cohérente et belle et rendre les gens beaux. Elle apporte un succès. Elle apporte une cohérence esthétique. J'ai pas vu, j'aurais bien aimé le voir pour qu'on en parle. Mais après, je trouve ça dommage qu'il ait une palme d'or pour ce film, quoi. Tu penses que ça aurait été mieux? C'est un très très bon film, mais je pense qu'il a fait mieux quand même. Moi, mais c'est de plus en plus politique, de toute façon. Regardez tous, tout le monde l'a regardé Sur mes lèvres, qui est un film magnifique. Le gars, il arrive à retransmettre l'handicap de la surdité, alors non pas en jouant juste avec le son, mais même visuellement, et il embellit, alors que c'est pas facile parce que non seulement elle a un rôle, elle est handicapée et donc mal dans sa peau, et en plus elle a pas un physique passe-partout, mais il rend magnifique Emmanuel DeVos, mais enfin il est incroyable. Tous ces comédiens de toute manière, il est magnifique à un point, mais extraordinaire, vraiment. Est-ce que la banlieue est belle alors du coup dans ce... Non, mais les gens sont beaux. Il filme pas vraiment bizarrement, les gens sont beaux. Il filme pas vraiment la banlieue. Il filme plus ses habitants en fait. Mais oui, il filme pas les lieux. Il filme les gens. C'est ça. Il filme les gens. C'est la banlieue, c'est les gens qui y habitent. Oui, aussi, oui. Oui, non, mais d'accord. Mais c'est pas quelqu'un qui. Pas envie d'habiter en banlieue. Encore une fois, c'est pas un film sur la banlieue. Mais c'est même pas un film sur la banlieue. T'as deux tours, t'as rien. Il a pas de propos. Il y a pas de. C'est pas l'immigration. C'est pas le centre de son film. C'est pas la banlieue. C'est pas le. Peut-être que ce que tu prends pour une absence de propos, j'ai remarqué que t'es pas trop dans la nuance souvent, et il a le droit de parler de plusieurs choses sans que ce soit un seul sujet qui soit traité. Mais j'ai pas dit qu'il avait pas le droit. Non, c'est juste que c'est très difficile de définir justement du coup l'intérêt. Tu dis ça comme si ça t'avait manqué, et je pense que moi ça me plairait. Parce que encore une fois, c'est très difficile de définir ces films du coup, parce que moi je me suis rendu compte sans m'ennuyer, bizarrement, c'est ça qui est très étrange, c'est que le mec il me racontait rien finalement. Que tu racontes quand même le parcours de cette famille, non? Mais on le ressent même pas. C'est ça qui est. C'est-à-dire que il y a je sais pas comment te dire, il ne se passe rien dans le film. Et dans tous les films d'Audiard, en fait, il ne se passe rien. On sent que quand même il y a un univers lourd, et tout d'un coup il y a une explosion qui détonne avec le rien auparavant, des explosions qui durent 10 minutes. Qui te captent visiblement, mais ce qui est génial, c'est qu'il arrive à créer un univers avec des détails que tu as presque du mal à saisir. Le rien, c'est pas négatif, j'ai l'impression que c'est pas négatif ce qu'il dit. Ça parle de rien, le point bas. C'est fort de faire un film où tu n'es pas dans le scénario classique avec les rebondissements, mais où on te peint un portrait, ou ça c'est d'ailleurs ce sont les meilleurs films, mais on te peint un portrait. C'est ça, il te peint un portrait, mais longuement, très longuement. Et pourtant ça passe.
c'est quand même assez étonnant. Parce que normalement, tu devrais t'emmerder. En même temps, ils ont l'air d'aimer les palmes où ça parle de rien. Winter Sleep, ça parle pas grand-chose, non? Oui, mais on te pas importerait aussi. Non, mais ça, c'est peut-être une... C'est la même chose. C'est le personnage dans Winter Sleep qui fait le film. Et c'est aussi cette région, cette... voilà. Winter Sleep, c'était long. Winter Sleep, c'est très long. C'est très très long. Winter Sleep, c'est 3h20, je crois, un truc comme ça. C'est ça. C'est super long. Mais non, c'est intéressant. Moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant. C'est un vrai auteur. Tu commences le film, tu dis, ok, on va parler de l'immigration, tout ça, et pas du tout. En fait, il y a un moment, je sais pas si tu te rappelles de ce plan où on a l'impression qu'il vire clairement vers le polar, où il suit Jipan, et d'un coup, la caméra s'envole, et là, on arrive sur Vincent Rottier. C'est l'apparition de Vincent Rottier, et là, voilà, là, t'as pas un méchant, mais on va dire l'apparition d'un... Le chef de la banlieue. Sombre, voilà, le chef de la banlieue, voilà. Et là, tu passes sur autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres shifts, si on peut dire, d'autres changements clés comme ça dans le film ou il y en a Non, moi j'ai noté celui-ci après. Parce que tu t'avais l'air de dire qu'il y a donc cette histoire d'immigration, il y a la banlieue, il y a cette impression qu'on quitte cette histoire d'immigration. Il y a une notion de deal aussi ou pas? Non, il y a une question de... Même pas, c'est des touches, en fait, c'est un impressionniste. Il te donne des touches. Il y a des moments, il te met des scènes où on voit un éléphant. Alors tu te dis, tiens, un mec lambda, il t'aurait raconté, il t'aurait mis quelques scènes qui se passaient donc au Sri Lanka, de la guerre là-bas. Non, en fait, il te montre juste une tête d'éléphant et encore juste une partie. Et ça suffit. Le mec, c'est un impressionniste. Il te met des petites touches comme ça. Mais il approfondit rien. Il n'approfondit pas la banlieue, il approfondit pas les gangsters, le deal, il approfondit pas le fait que ce soit des guerriers qui ont tué femmes et enfants et qu'ils en souffrent, il approfondit pas ça, il approfondit pas la difficulté d'être un immigré ne parlant pas la langue dans un autre pays, il approfondit rien, c'est juste des petites touches comme ça. On appelle ça aussi des tranches de vie, non? C'est ça? Même pas. C'est même pas ça. C'est pas plusieurs vies. C'est plus une peinture. C'est une peinture. C'est des coups de pinceau. Alors j'arrive pas à savoir si vous avez aimé ou pas. Moi j'ai beaucoup aimé le film. Je sais pas. Moi j'ai beaucoup aimé le film. C'est dur de dire quoi. Disons que c'est intéressant mais pas forcément séduisant. Est-ce que c'est ça? Non, c'est l'inverse. C'est complètement l'inverse. Séduisant pour la photographie. C'est complètement séduisant et pas du tout intéressant. Moi je trouve. Voilà. Ah non. Ok. Je sais pas, je viens de le voir, moi j'ai besoin de temps. Ah oui, c'est vrai. Je suis sorti il y a 2 heures. On est des professionnels jusqu'au bout pour qu'ils soient 2 à l'avoir vu et en parler. Je peux pas le noter encore, voilà. Je peux pas le mettre de... Moi je lui ai mis 6. Voilà. Sur 10 Sur 10. Ouais, là je suis en train de changer complètement mon rapport à la notation et du coup je pense que vu que moi-même je peux accorder en fait 2 notes différentes au même film. C'est clair, en fait on n'a pas la même. C'est trop compliqué. Forcément pas la même façon de noter. Pour moi ça dépend ce que tu vas chercher quand tu vas voir le film. Par exemple, comme il disait Benji, faut pas sous-estimer l'envie d'entertainment et de genre de plaisir, même coupable ou de plaisir simple, tu vois. Mais bien sûr. Oui, mais du coup, par exemple. J'aime, moi. Oui, mais du coup, il y a certains films que moi, je donnerais pareil. Je donnerais 2 notes. Je donnerais, moi, un peu quelqu'un avec un petit peu des connaissances cinéphiliques. Bah non, c'est un peu difficile. Ou quelqu'un, genre moi, Myriam, 21 ans, qui regarde un film et qui aime quand quelqu'un se fait casser la gueule ou quelque chose comme ça, voilà. Si, moi je note mon plaisir, mais aussi je note l'intérêt, l'intelligence cinématographique de la chose. Encore une fois, tu considères que ta façon de faire est la façon de faire, et donc voilà. Non, c'est que je fais une note globale du coup. Mais tu vois, La Dame dans l'auto, si je devais parler plaisir, purement plaisir de spectateur lambda simple, il y aurait eu un petit 2. Mais il est intéressant. Mais il est super intéressant, tu vois. Et même dans son ratage. J'aurais aimé savoir comment il a été produit parce que. Ouais, c'est clair. Comment il a été tourné en combien de temps, parce que je trouve qu'il c'est pas un ovni, mais. C'est très rapide, je crois. Bah, ça m'étonnerait pas, tu vois. Et voilà. Très bien. Et moi, je serais bien partante pour qu'on parle des films qu'on attend. Ça m'intrigue. Et ben on va conclure parce qu'en fait c'était une fausse conclusion. Non, mais on va aller rapidement. La dernière fois qu'on a annoncé que ça faisait 1h45, on nous a dit quoi? Les gens étaient. Ils n'ont pas écouté le podcast parce que ça faisait 1h40. Mais il faut faire du montage. Bah là, qu'est-ce que tu veux que je monte? On crie tout le temps. Oui, c'est vrai. Je peux pas couper là-dedans, c'est pas possible. Mais bon, peu importe. Parlons des films. Oui, parlons de septembre parce que septembre, ça a l'air. C'est lourd. Très très haut niveau. Alors. Enfin, non, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai envie d'aller voir Brooklyn. Personne ne connaît. Non, bien sûr. Pascal Texo, Brooklyn, c'est donc un moyen métrage qui a été financé avec. Moyen. Bah, c'est un moyen qui a été tourné. Enfin bref, je le connais, Pascal Tessot. C'est pas un pote, mais c'est. Et c'est mon père. Non mais c'est un ami de mon père.
Et bref. Ah, et ce qui est intéressant, c'est dévoile plein de choses, il y a plein de mystères qui franchement, sont là, c'est pour la prochaine émission. Moi, j'ai pas dit que mon père c'était Paolo Sorrentino pour Yoff après. Ah putain, je vais en parler, mais ça, voilà un film qu'on attend. Donc, voilà, moi, film qu'on attend, je sais qu'il y a pour une fois, enfin, pas pour une fois, en général, il y a plein de films français que j'attends et je suis que je suis. Enragé. Alors, Enragé. Maryland de Alice Winocourt qui avait fait. Putain, avec Vincent Lindon et. Ah, pour elle. Suzanne. Non. C'est un prénom. Non. Ouais, c'est. La question en 1000 €. C'est la fille qui est folle. Oui, c'est enfin pas la fille qui est folle, mais qui est. Supposée. Vincent Lindon la soigne Soko, la chanteuse Soko oui, là. c'est ça. Et bien ça vous reviendra. Passons à exactement, voilà. Donc il y a eu ça, il y a Maryland. Moi je sais que Je suis à vous tout de suite de Baya Kasmi. Voilà, parler de Baya Kasmi. Donc Baya Kasmi, celle qui a écrit Hippocrate. Et c'est celle qui a écrit. Le nom des gens, réalisé par son mari Michel Leclerc. Et moi, c'est la comédie française d'auteur que j'aime. Je suis prête à payer des milliers d'euros pour voir ça. Et d'ailleurs, quelques semaines après, t'as un film de son mari, Michel Leclerc, dont je ne me souviens plus le titre, qui sort aussi. Ouais, mais enfin, son dernier. Je suis à vous tout de suite, et du coup. Télé Gaucho, c'était moins. C'est, en gros, en plus, c'est la question un peu islamisme traitée avec humour. C'est-à-dire, en gros, t'as. Comment elle s'appelle Agnès Jaoui, qui est mariée avec. Comment il s'appelle putain, dans Platane, t'as Eric et Ramzy, donc voilà. Ramzy. Donc elle est mariée à Ramzy. Il y a Vima Laponce en fille, enfin bref. Et donc en gros c'est l'un des fils de la famille qui va absolument retourner au bled finalement qu'il n'a jamais connu et donc c'est traité avec humour, qui devient barbu en fait. Je n'avais pas entendu parler. Alors qu'il a grandi en France. Mais il y a le Sorrentino. Le Sorrentino. Alors là, il y a le film de Happy Chapung Weten Voodoo. Je sais pas comment il s'appelle. Encore une cascade. C'est maintenant. J'ai fait une cascade. C'est quoi les titres Cemetery of Splendor. Très bien, oui je vois. L'affiche est très jolie. L'affiche est très très belle. Et elle est originale. Originale je sais pas, mais jolie en tout cas. Il y a Much Love aussi. Much Love. Qui a fait, tu sais, c'est sur la prostitution marocaine et ça a fait un grand débat, voire ça a failli pas sortir. On verra Jacques Lang. Bon, mais ça a été censuré au Maroc. Ça a été censuré au Maroc, ça a été censuré dans plein d'autres pays, je crois. Et c'est Much Love, donc sur la prostitution marocaine. Et c'est vachement cool. Réalisé par Jean-Marie Le Pen. Ça m'a l'air justement très politique comme film. Moi, pas tant que ça, apparemment, c'est quand même vachement poétique. Vous n'avez pas parlé de Life, pourquoi vous parlez pas de Life? Life, Anton Corbijn qui avait fait Control. Control, jeu chef-d'œuvre. Mais oui, bien voilà. Très recherché. The American. The American, qui est beaucoup loin d'être moyen. inintéressant. Mais donc là, il retourne quand même à un sujet qui lui parlait plus, qui est quand même le rapport entre photographie, cinéma et tous ces arts-là, parce que c'est un photographe qui va suivre James Dean, les débuts de James Dean. Et c'est en plus c'est les super acteurs. Voilà, les deux acteurs ont l'air vraiment c'est possible. Ah non, mais le réalisateur, les acteurs et le sujet, genre tu sais que quand il parle de Anton Corbijn, quand il parle de photographie ou de cinéma, le mec c'est un chef-d'œuvre quoi. Et ben moi je rajouterais The Programme aussi de Stéphane Fred. Ouais, pourquoi pas. Il paraît que ça a l'air pas mal. Hein. C'est le scénariste de Trainspotting et donc il paraît que c'est pas ça ressemble pas trop au film de Frears. C'est assez énergique. Stephen Frears c'est quand même un peu étrange quoi. Moi il y a des moments que j'adore et des moments que je déteste. Là il avait fait un truc vraiment pourri là avec Bruce Willis à Las Vegas. Je crois que c'était Las Vegas. Oui. C'était mauvais, mais il a fait quelques années avant, il avait fait Tamara Drew qui était superbe. C'est Lady Vegas. Lady Vegas, voilà. Ouais. Et Tamara Drew, enfin, je veux dire, moi j'ai adoré Tamara. Ouais, mais non, mais c'est surtout les liaisons dangereuses, les arnaqueurs. The Queen. The Queen, ouais. Du tout aimé The Queen, moi. Moi j'ai pas aimé. Pas aimé, mais je reconnais que c'est pas mal, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai pas accroché, mais je reconnais quand même qu'il a bien fait son coup. Il y a d'autres films. Ah bon, bah vas-y, fais-toi plaisir. Agents très spéciaux de Guy Ritchie. Code Uncle. Oh là là, ça va être parfait ça. Henry Cavill, limite, il peut peut-être tuer le truc, mais Henry Cavill qui a été dans Superman, Man of Steel. Ouais, immortel. Oh là là. Il a fait plein de films bien. Mais non, Code Uncle. Surtout qu'apparemment, c'est pas lié à Kingsman. C'est pas le producteur de Kingsman. Enfin, c'est lié à Kingsman d'une certaine manière. Non, c'est qu'il a été attaché, le réalisateur de Kingsman a été attaché au projet et surtout que Matthew Vaughn pour ceux qui ne savent pas. Et il a pendant très longtemps il a cru apparemment qu'il était le fils de l'acteur de la série. Il a cru, on lui a dit ça. Ouais. Le fils de l'acteur de la série Fétiche des années 60 et puis il a fait un test de paternité. On a lu le même magazine, je crois. Il a fait un test de paternité il y a genre peut-être 1 an ou 2 et c'est pas lui quoi. Mais parce que moi j'ai cru. Non, mais parce que moi pendant longtemps j'ai cru moi aussi. À cette histoire puisqu'ils ont le même nom de famille. Donc moi effectivement je pensais que.
Et je suis pas sûr qu'il... Alors, à la base, Matthew Vaughn, il a commencé dans le cinéma en étant le producteur de Guy Ritchie sur Arnaque, Crime et Botanique et Snatch. Mais là, par contre, je crois qu'il a rien à voir avec le projet. Il a juste été attaché à un moment au projet, puis il a lâché l'affaire. Et c'est Guy Ritchie qui a repris le bébé. Et en autre film... moi, on parle des trucs qui... Non, alors non, ça, pourquoi faire Moi, il y a des films qui m'intriguent un peu, genre il y a Marguerite, là. Avec oui, ça m'intrigue. Donc c'est apparemment c'est la meuf qui fait l'opéra. Ouais, Anne Eva qui chante absolument faux, mais qui est très riche et qui rêve d'être chanteuse d'opéra. Donc tous ses amis qui adorent son argent vont à ses récitals en se bouchant les oreilles et en applaudissant de force. Et c'est Catherine Fro dans toute sa splendeur, apparemment. Il y a plein de choses comme ça, plein de films français qui vont être passionnants. Quoi. Voilà, prenez-en de la graine, messieurs, parce qu'elle présente un peu les films, elle dit pas juste les titres et les auteurs. C'est pas faux. Elle présente un peu le pitch. Mais moi, je regarde le cercle. Elle me vend les films, c'est bien. Sérieux, t'aimes bien Bec BD? Pas Bec BD particulièrement, si je l'aime bien, mais je regarde le cercle parce que. Le cercle est une très bonne émission. Parce que il y a des gens qui arrivent à dire, bah écoutez, j'ai aimé telle bouse pour telle raison. Et... Non, elle est très intéressante. Très intéressante. C'est probablement la seule émission de cinéma. Avec le Masque et la Plume qui est peut-être un peu plus prétentieux. Tout le monde en parle, mais je Masque et la Plume, dimanche 19h sur France Inter, et c'est très intéressant, mais c'est un peu plus. C'est France Inter quoi. C'est France Inter, et ce qui m'insupporte avec cette émission, c'est qu'ils peuvent pas s'empêcher de spoiler tout le film. Quoi. Ça c'est vrai. Mais c'est juste hallucinant. Quoi. C'est-à-dire le mec il te raconte la fin, il te donne envie de voir le film et à la fin il meurt. Tu te dis mais d'accord. Vaut mieux les regarder une fois que t'as vu les films. Je coupe moi. Mais je coupe parce que ça me toi qui vas voir les 4 Fantastiques, tu as un adepte de la surprise, tu attends d'être surpris. Non mais alors faut arrêter de nous balancer les 4 Fantastiques. Ah bah vous allez les avoir. Non parce que nous regardez, on est des gens, on juge pas tant qu'on n'a pas goûté. Voilà exactement. Tant que j'ai pas vu. Et c'était ma dernière métaphore culinaire de l'émission. Mais je peux pas juger un film si je. Ouais mais c'est-à-dire que vous niez l'instinct de survie intellectuel, vous niez tout parce que moi j'ai pas testé de sauter d'un immeuble de 50 étages, mais je sais que ça fait mal. La leçon m'a servi parce que j'irai pas voir Everest. Oui bah voilà effectivement. Donc voilà. Moi j'irai peut-être voir Everest. Non. Peut-être aussi, moi. Faut pas déconner. Il y a Josh Brolin. Ah ouais, et puis il y a Cara Kidney. Non, mais faut pas. Puis il y a l'autre con, là, Guinéal, qui va sûrement perdre 56 kilos pour faire le truc. Et qui va dire mais sans déconner, niquez-moi les doigts pour de vrai. Niquez-moi les doigts pour de vrai, c'est génial. Je veux l'avoir les mains gelées, là. Je veux perdre 2 doigts. Je veux perdre au moins 2 doigts, ça doit être contractuel. Je perds 2 doigts par film. Allez, c'est sur cette mauvaise foi de PE que nous conclurons cet énormissime podcast. Nous avons réussi à faire plus long que le précédent parce que je ne vais pas couper, je vous le dis. Donc je crois que ça fait 4 ou 5 minutes de plus que le précédent. Oui. Podclap. Bisous. Allez, au revoir.